Bienvenue, vous êtes bien au 6e sans ascenseur, un podcast présenté par Jessie Razafi. Évidemment, en tant que professeur de pole dance engagé, je me devais de l'inviter dans ce podcast. Pole dancer de renom, pionnière du stripper style en France, professeur à la pédagogie inégalée et véritable showgirl, j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui à mon micro la grande et unique Doris Arnold. Dans cet épisode, on échange longuement sur l'univers du sex work, en quoi le striptease et la danse en général a changé son rapport au corps et ce que signifie être sexy. Titrée à de nombreuses reprises sur la scène internationale, elle se livre sur son rapport à la compétition et sur la recherche de l'authenticité dans son art. Elle explique également comment vaincre le sentiment de culpabilité durant ces moments de repos et comment travailler plus intelligemment. Work smarter, not harder. Et enfin, vous entendrez ma mauvaise prononciation des on et des en, notamment sur le mot talent et talon, et on en rigole beaucoup. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, c'était bien les États-Unis et le Mexique. C'était trop bien. Ouais. Les États-Unis, j'y suis allée, donc c'était en début septembre. J'ai fait une petite tournée là-bas et j'ai participé au show, enfin à la compétition haute velours. Donc j'ai fait le show en première partie et puis la deuxième partie, j'ai jugé la compétition. Ouais. Et puis le Mexique, j'y suis allée également pour Carmine, qui est la même qui organise la compétition haute velours. Et elle organise un camp qui s'appelle le Sexy Seminary, qui est un camp de pôle uniquement basé autour du stripper style. Et Carmine, qui est aussi dans le stripper style, mais elle le fait différemment de moi, et donc ça permettait aux élèves d'avoir dans le même style, deux styles différents, et de vraiment passer toute une semaine juste à s'entraîner sur ça, en parler, et évoluer autour de cette discipline, quoi. Justement, tu dis qu'elle le fait différemment de toi. Toi, c'est quoi ton style ? Mon style. Je prends La une minute question. pour réfléchir. Tu veux que je définisse mon style en soi ou mon style par rapport à elle ? Ton style en soi, déjà, Mon peut-être ? style en soi. Moi, j'aime pratiquer la pole de manière très sexy. Ouais. Mais j'aime aussi l'aspect acrobatique. J'aime la performance. Et du coup, ce que j'aime vraiment, c'est réussir à mixer les deux. Mixer le côté sensuel, où je vais vraiment mettre mon sex appeal sur scène, et réussir quand même à rendre le show très divertissant et impressionnant pour mon public en rajoutant de la figure. Ok. Et à quel moment, toi, tu as compris que tous ces éléments-là définissent ton style à toi ? Parce que j'ai vu récemment, tu as publié un post, parce que voilà, je stalk encore, sur Insta, et tu parlais de la recherche de l'authenticité. Et du coup, tout ce cheminement-là, comment ça s'est fait ? Déjà, c'est pas fini. Ouais. C'est quelque chose qui est tout le temps en évolution, parce que déjà, je pense qu'on change. Et effectivement, si on cherche une authenticité, c'est-à-dire, pour moi, l'authenticité, c'est t'as quelque chose dans l'estomac et t'as envie de le mettre sur la table. Et tu cherches juste le meilleur moyen, que ce soit vrai, en fait, qu'au final, ce que t'as mis sur scène, ça te représente réellement ou ça représente ce que t'avais envie d'exprimer à ce moment-là. Et forcément, ce qu'on a raconté et ce qui nous représente ou ce qui représente nos idées, ça évolue forcément avec le temps. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu t'entraînes et que tu travailles beaucoup la technique, dans la technique, il y a ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire faire des mouvements tellement de fois qu'au bout d'un moment, tu réfléchis même plus, ton corps, il le sort naturellement de par la mémoire du corps. Donc, il y a un moment, dans ton évolution en tant qu'artiste, il y a un moment... tes idées ont changé, mais ta technique et ta mémoire du corps, elle est toujours là. Ouais. Où il y a tout un tas, t'as tellement bossé dans certaines directions qu'il y a plein d'autres directions que t'as pas encore explorées. Et du coup, t'as envie de les explorer, mais t'as pas forcément toujours les bons codes, les bonnes directions, tu sais pas comment faire. Enfin, tu redeviens un petit peu débutant, même si c'est un domaine dans lequel t'es expert. Ouais. Tu redeviens débutant dans des nouvelles choses que tu sais pas encore comment travailler, explorer. Donc ça, c'est intéressant, quoi, de pouvoir toujours évoluer. Et donc, il n'y a pas...
En fait, je pense que ton style, il n'y a pas un moment... Enfin, tu le changes tout le temps. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé d'être authentique dans le sens où j'ai toujours fait des choses que moi, j'avais envie de faire. Peu importe qu'on critique ou qu'on soit pas d'accord ou autre, je sentais organiquement que c'est ce que j'avais envie de faire. Après, j'ai pas toujours eu la bonne technique pour bien le mettre en avant, donc ça, c'est un truc qui s'est travaillé avec les années. Mais j'ai toujours eu cette image au-dessus de ce que je veux faire, où j'ai envie d'aller, comment j'ai envie de le faire. Donc, si tu veux, mon style, intrinsèquement, il est toujours là au-dessus de moi. Mais c'est plus un chemin vers cette idée. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Non, je comprends. Mais en plus, tu disais à un moment que t'aimais pas trop le terme de la old school. Oui. Parce que toi, ton style, justement, tu danses. Ah ouais. Je fais mon taf quand même. Et tu disais que tu danses plus de la même manière qu'avant. Et c'est pour ça que le old school, toi, c'est pas un terme qui te convient. C'est vrai que dans beaucoup d'endroits en pole dance, on définit mon style, le stripper style, enfin une partie de mon style, le stripper style comme old school. Et j'entends le mot parce qu'on utilise ce mot, d'abord il est surtout apparu pour les compétitions Exotic Generation, où il y a plusieurs catégories, donc forcément il faut des mots pour chaque catégorie. C'est vrai que déjà rien que le terme exotique, on n'est pas tous forcément d'accord avec ce terme, mais bon, il est là, et c'est vrai qu'il parle à beaucoup de monde, donc il est encore pas mal utilisé. Et puis après il y a différentes catégories, hard, ils ont quoi, ils ont flow, old school et théâtre. Oui. Et c'est vrai que old school, c'est la catégorie qui, en gros, représente le stripper style. Et pour eux, c'est old school dans le sens où c'est les racines. Et c'est vrai, quelque part, c'est bien d'avoir choisi ce mot-là, en mode c'est les racines, c'est la base. Dans les compétitions pole théâtre, ils appellent ça classique, dans le sens où c'est le basique, quoi. Comme la danse classique, c'est à l'origine de beaucoup de danses, là, c'est la catégorie classique de la pole. Et dans ce sens-là, je trouve ça bien. Mais ce que j'aime pas, c'est que pour moi, old school, par exemple, si on parle de hip-hop old school, c'est un hip-hop qui a été fait avant et aujourd'hui, que ce soit le courant trap, drill, même si c'est très inspiré de ça, c'est quand même pas le hip-hop d'avant. Et ce hip-hop d'avant, il y a des gens qui vont des fois le réexplorer et dire « Tiens, je vais faire un mouvement style old school », mais c'est quand même une parenthèse prise dans le passé. Si tu veux faire une danse old school, pour moi, une danse old school, par exemple, c'est le Charleston. De nos jours, c'est plus dansé nulle part, sauf par les gens qui veulent conserver ce style de danse et continuer de le mettre en avant. Mais il n'y a pas de nouveau style de Charleston, ou des fois, il y a des petites variantes, mais ça reste le Charleston comme avant. On a envie de remettre les tenues vintage, on a envie de le danser sur les musiques d'avant. La danse classique, c'est old school aussi pour moi, parce que ça correspond à une époque et c'est aujourd'hui conservé, donc c'est pour ça qu'on appelle les conservatoires. Y a un répertoire, il y a des codes, c'est bon, c'est figé, en fait, ça ne changera plus. Et s'il y a des nouveaux courants qui s'inspirent de la danse classique pour créer des choses, ça va être du néo-classique, de la danse moderne, mais en soi, le classique, c'est old school parce que ça correspond à une façon d'apprendre et une façon d'évoluer qui date à un temps ancien, et ça ne changera plus, en fait, c'est comme ça, c'est gravé dans l'histoire, en fait. Et donc pour moi, le stripper style, il est encore actuel, puisque le stripper style, il est encore dansé en club, puisque le stripper style, il continue d'évoluer, et c'est en ça que je disais, ma façon de danser aujourd'hui, mais comme je regarde toutes les autres filles qui sont dans ce style-là, on n'a pas la même façon de bouger, il y a encore des nouvelles choses qui arrivent, on voit ces derniers temps beaucoup de edge work qui n'existait pas il y a encore quelques années, on était là en mode flexer les pieds, mais non. Enfin, il y avait les deux écoles, il y avait en mode on s'en fout des pieds pointés ou des pieds flex, tout ce qu'on veut c'est que ça twerk et que ça bouge et que ce soit sexy, et puis notre école qui disait on veut quand même un peu de technique et d'esthétique, donc c'est mieux les pieds pointés. Et puis maintenant il y a toute une école qui dit mais si on flex et qu'on utilise le talon, ça nous donne plus de transition, plus de nouveautés et tout. Donc il y a ça, c'est un exemple de tout ce qui a évolué, mais dans la façon de bouger, enfin, c'est pas la même chose. Quand moi j'ai commencé le stripper style et qu'il y avait des filles qui postaient des vidéos, elles bougeaient pas de la même manière que ce que les nouvelles personnes qui démarrent vont bouger aujourd'hui. Donc je trouve que la discipline, elle continue d'évoluer, et c'est en ça que j'aime pas dire old school en mode ça correspondait à une époque quand on voulait danser autour de la pole sexy, on dansait comme ça. Maintenant c'est une autre époque. En plus, c'est une discipline vivante, dans le sens où on continue, comme tu disais, à danser le stripper style en club. Donc forcément, c'est amené à évoluer. Voilà. Je pense que si demain les strip clubs ils disparaissent,
et que c'est plus pratiqué en club dans l'univers du sex work, c'est-à-dire que c'est juste enseigné en cours et bah voilà, là ça marque la fin d'une époque. Et c'est vrai que les gens qui continueront de danser autour de la pole comme on pouvait le danser en strip club à un moment donné, là effectivement c'est des gens qui continueront de pratiquer un style qui est old school. Ouais. Mais il est pas old school puisqu'il est encore Ouais, pratiqué il est encore comme pratiqué. ça et qu'il y a des évolutions et qu'il y a différents courants qui se créent dans ce style-là. Donc pour l'instant, on peut pas dire que c'est old school, quoi. Moi, ce que je trouve fort quand même, enfin déjà, pour moi, tu fais partie des pionnières, en tout cas, de la discipline en France, de la pole ou même de ton style, toi, le stripper style. Et ce que je trouve fort quand même, c'est que t'as réussi à ramener, à enseigner ça hors des clubs, mais à enseigner ça en cours et à transmettre toute l'énergie en cours. Et ça, je trouve ça très fort. Du coup, Merci. toi... les fleurs. je prends. Toi, tu as commencé par le strip, c'est ça? Exactement. Je suppose que ça a influencé, toi, ta manière de danser, quelque part, ou pas? Totalement parce que déjà, le strip m'a vraiment influencée dans le sens où je raconte souvent que c'est ce qui m'a appris à aimer mon corps, qui m'a donné confiance en mon corps. Et je me suis tout de suite découvert une passion dans comment transmettre au travers de la danse mon désir et une certaine représentation de ma sexualité. Ça m'a toujours plu. Et quand j'ai découvert la pole de manière technique, que j'ai voulu apprendre à faire plus de tricks et plus de figures, et que j'ai eu l'opportunité de donner des cours, le premier truc que j'ai eu envie de transmettre à mes élèves au travers des différentes figures et de la technique, c'est aussi cet aspect de confiance en soi et cet univers, en fait. J'ai toujours été fascinée par l'univers, tous les univers qu'on rapporte avec le sex work, que ce soit le strip, les filles qui font des cams. Mais pour moi, dès qu'il y a du mouvement et de la sensualité d'exprimer en même temps, c'est un univers et c'est des gens qui sont passionnants. Et je trouve que le grand public le stigmatise trop et du coup ne voit pas tout le positif qui va avec. Et il y a du positif qui peut servir même aux gens qui ne sont pas dans le sex work. C'est-à-dire que l'expérience d'une stripteaseuse dans son rapport au corps et dans son rapport aux hommes, si elle le partage librement avec d'autres femmes, ça peut être enrichissant pour d'autres femmes. Et ça peut être enrichissant pour des hommes, on peut avoir un côté très éducatif en fait quand on a eu cette expérience-là. Mais le fait que ce soit tout de suite stigmatisé et catégorisé de ok, tu utilises ton corps donc t'es débile, ou tu utilises ton corps et ça veut dire qu'en gros on t'utilise, tu vois. Donc en gros, t'as pas de cerveau. En gros, c'est souvent ça le cliché. Et du coup, on ne donne pas d'intérêt. Ou alors, c'est gênant que t'en parles, ça dérange tout le monde dans la pièce, donc n'en parlons pas. Et du coup, ça empêche les choses d'évoluer. Et c'est vrai que j'avais envie, moi, au travers du mouvement et de la danse et des cours, de continuer d'amener vers le grand public cet univers-là. Après, t'es pas obligé d'aller en strip club. Mais par contre, je veux qu'après mon cours, tu sois obligé de respecter ça déjà. Ouais. De respecter, d'y voir un intérêt. Et puis de voir tout ce que cet univers que moi je trouve chouette. Évidemment, il n'y a pas que du bon dedans. Mais en tout cas, toutes les bonnes choses de cet univers, de l'univers du striptease et des shows sexy en général, voir ce que ça peut apporter même aux gens dans leur quotidien, dans leur sexualité, dans leur rapport à leur corps. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Je n'arrive pas encore à canaliser mon énervement quand on ne prend pas au sérieux ces disciplines. Parce que pour moi, quand tu fais partie déjà, c'est mon point de vue, de tout ce qui est sex work, strip, etc., tu as quand même une grande maturité. Parce que tu développes un rapport au corps, tu te découvres bien, je pense. Tu prends beaucoup de confiance vite, je pense aussi. Je sais pas, tu me diras le contraire peut-être. Tu développes une maturité financière parce que je suppose que quand tu travailles en strip club, tu gagnes pas la même chose tous les soirs. Donc forcément, tu es obligé de faire attention, de réfléchir comment tu vas faire. Et moi, ça m'énerve que ça soit pas pris au sérieux et que les gens qui travaillent dans ce milieu, ou même tout simplement la pole en général, moi je sais que quand je dis aux gens que je fais de la pole et que j'aime bien quand c'est sexy, on me prend plus au sérieux. Et ça m'énerve. Et du coup, je me dis, mais
qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit pris au sérieux? Comment toi, tu le vis? Je sais pas si tu as cette impression d'être dans un groupe de personnes, par exemple, qu'on te voit comme la fille bête, quoi, parce qu'elle vient dans un milieu, dans ce milieu-là, elle fait de la pole, t'as pas d'avis, tu peux pas parler politique, tu peux pas parler sur les grandes causes qui te portent à cœur. Comment toi, tu réagis face à ça? Il y a un truc que j'avais lu, alors attends, il faut que je te retrouve la citation en anglais ou au moins que j'arrive à voir la traduction en français dans ma tête. C'est de Jack the Stripper, tu vois la tasse que tu as. Ouais. Elle dit le plus intéressant dans le sexy, c'est comment est-ce qu'on dit? C'est le c'est tu sais quand on est sous-estimé en fait. Ouais. C'est d'être constamment sous-estimé. C'est-à-dire que en général, quand t'es hyper sexy au quotidien, t'as pas besoin d'être hyper sexy. T'es un peu en mode schlag. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de voir comment les gens, bah, du coup, ils se disent ouais, elle a pas l'air d'avoir trop de sex appeal. Et au moment où t'as l'opportunité de le montrer, soit parce que bah, t'étais avec un gars et finalement il te plaît, il se passe quelque chose, ou t'étais avec tes copines en soirée, puis d'un coup tu te mets à danser, on est là en mode wow, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi dans l'inverse, c'est-à-dire que quand les gens ils te voient en mode sexy, ils se disent bah en fait elle a un peu bon, ils se disent que tu vas être débile. Ouais. Et à partir du moment où tu commences à parler, ouvrir la bouche, les gens ils sont là oh mince, en vrai elle est intéressante, en vrai elle a des trucs à m'apprendre, en vrai elle est hyper sympa, en vrai elle est bienveillante. Ouais. Et c'est des choses qui reviennent toujours chez les sex workers, on a toujours cette capacité là. Et au final ma meilleure façon de le prendre c'était toujours de le prendre sous forme de jeu. Ouais. Ça a été ma manière aussi de m'apaiser parce qu'évidemment comme toi il y a eu un moment où j'étais hyper en colère, surtout que quand tu commences à te lancer dans cette voie-là t'as une espèce de justesse, si tu veux vraiment le faire et que tu le fais, tu sens une espèce de justesse entre là où tu veux aller et là où ta vie est en train de t'emmener et du coup il y a un décalage avec le jugement des gens, avec comment les gens voient l'univers alors qu'ils n'ont des fois jamais mis un pied dans cet univers où ils ont mis très sobrement, mais je dis toujours que ce soit cet univers-là, le libertinage, le BDSM, au lieu d'avoir une opinion dessus, bah vas-y. Parce qu'en fait, personne va te manger, hein, et c'est des univers où si tu dis non, bah c'est non, et tout le monde s'en fout, en fait. On va pas te forcer à faire des choses. Donc si ça te tracasse au point d'avoir une opinion que tu as besoin de balancer au visage des gens qui participent ou au visage des gens qui travaillent dans ce milieu-là, si ton opinion elle est si forte que ça, bah déjà, va, explore, et ensuite reviens. Est-ce que réellement tu as la même opinion? Et je pense que non, mais quand bien même, au moins ce sera respectable parce que c'est quelque chose que tu connais, parce que tu auras discuté avec les gens de ce milieu-là. Et c'est vrai que bah, du coup, ouais, plutôt qu'être énervée, à un moment donné, je me suis mise à en jouer et à vraiment jouer sur ce contraste-là dans la vie. Et j'ai plusieurs fois, j'avais même été invitée par des journalistes où ils sont en mode ouais, tu vois qu'ils ont canalisé le truc pour dire bon bah tu fais du sexy, t'es bimbo machin, et en fait jouer leur jeu pour au final apporter un truc hyper intéressant, ou même eux, sans parler du reportage qu'ils avaient prévu, même eux ils disent ah mais ouais on n'avait pas vu ça comme ça, c'est cool. Après, je suis professeure, j'ai un côté aussi éducatif. Je peux pas m'empêcher de vouloir apprendre, ce qui est fatigant des fois, mais de vouloir apprendre, de vouloir changer les mentalités, de me donner un peu ce rôle-là. Mais je pense que du coup, tu l'as aussi, parce que sinon, tu ferais pas un podcast. Et je pense que... Et après, l'autre conseil que je dirais, c'est pas perdre ton énergie, parce qu'il y a des gens, tu vois, quand on est con. Il y a un moment, tu peux rien faire. Mais je pense que faire par exemple un podcast ou comme moi donner des cours, enfin tu donnes des cours aussi, je pense que c'est le meilleur moyen parce que quelque part il y a une démarche faite dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent vers toi et même s'ils ne seront pas toujours d'accord en venant vers toi, le fait qu'ils viennent vers toi c'est qu'ils ont quand même envie de changer ou d'avoir une ouverture d'esprit, donc déjà ça fait un tri. La personne qui va déjà écouter ton podcast, même si elle ne va pas être d'accord avec tout ce que tu dis ou tous les invités, c'est qu'elle vient vers toi dans une idée de tiens j'ai envie de voir les choses différemment, d'apprendre différemment. Donc je pense que c'est le meilleur truc. Et puis quand quelqu'un est trop teubé, il y a un moment tu luttes pas, quoi. Ouais, à un moment c'est bon, quoi. Enfin, ouais, parce que bah, moi aussi je continue toujours à m'éduquer sur ces questions. J'ai beaucoup changé dans le sens où, par exemple, à un moment, j'étais pas en phase avec toutes les causes que je défends et une opinion que j'avais, par exemple, sur le fait de vendre des photos de pieds. Je le disais souvent comme une solution de facilité où je dis « Oh purée, j'ai pas d'argent, vas-y, je vais vendre des photos de pieds. » Et après, je me suis posée et je me suis dit « Là, il y a un truc qui va pas. En fait,
toi, tu considères que c'est pas sérieux de vendre des photos de pied alors que c'est tout un métier derrière, c'est toute une logistique, il faut du storytelling, il faut faire plein de choses et toi, tu sous-estimes ça. Et là, je me suis dit, ok, j'ai déconné, on reprend. Et en plus, je me suis documentée dessus, j'ai écouté plein de podcasts. Et parfois, tu vois, j'attends à ce que les gens ils se remettent en question comme ça, mais bon, je sais pas. Bah, je pense que c'est quelque chose que tu as en toi ou que tu n'as pas déjà. Il y a des gens, Ouais. ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas le pouvoir de se remettre en question, ou ils n'ont pas les deux en fait, ni la volonté ni le pouvoir. Et voilà. Et donc je pense qu'il faut admettre ça et ou des gens c'est juste pas le moment dans leur vie aussi, ou ils sont déjà en train de se remettre en question sur d'autres choses qui ne nous parlent pas, mais ils sont déjà en train de faire un gros travail. On peut pas en même temps leur demander de se remettre en question sur des pieds à ce moment-là. Ouais, mais souvent, tu vois, ce que j'ai quand j'en parle, c'est ouais, mais c'est un métier, ok, mais c'est pas aussi dur que, je sais pas moi, travailler dans une mine. Et tu vois, ces gens-là, je leur dis, mais toi, ton métier, il est pas aussi dur non plus que travailler dans une mine, hein, donc c'est bon. Non, mais après, le gros problème là-dedans, c'est le mot qui a toujours été collé, qui était le mot argent facile. Ouais. Et ça, c'est un gros problème dans la stigmatisation, c'est que c'est totalement faux. Ça fait des millions d'années que c'est instauré là. Enfin, ouais, quand on parle de prostitution, quand on parle de tout ce qui a rapport avec le sexe, on dit argent facile. Et c'est pas de l'argent facile du tout, en fait. Ça peut être beaucoup d'argent, mais ce n'est pas facile. Ce n'est absolument pas facile et c'est plus dur que beaucoup de métiers. Et c'est des métiers souvent de vocation, c'est pas... c'est peut-être facile parce que dans le sens où c'est facile d'accès, c'est-à-dire que si tu veux vraiment le faire, mais bon, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, Starbucks, c'est facile aussi. Je veux dire, tu déposes ton CV et tu as des chances de bosser dans un Starbucks à un moment donné. Est-ce que tu vas bien le faire? Est-ce que tu vas garder ton boulot longtemps? Est-ce que ça va te plaire? C'est une autre histoire, mais... Donc c'est vrai que c'est des métiers dans lesquels, comme socialement c'est un peu clivant, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'engagent dedans, donc ils ont tout le temps besoin de personnes. Et souvent, même si tu veux faire n'importe quel truc, ouvrir ton OnlyFans, t'as pas de barrière, tu ouvres ton OnlyFans, c'est parti. Tu veux te lancer comme camgirl, tu te lances comme camgirl. Tu veux faire du striptease, tu vas dans n'importe quel strip club. En général, t'as un petit casting à faire vite fait, et puis ils te testent surtout sur tes premières soirées. Est-ce que tu bosses ou est-ce que tu bosses pas, point. Donc c'est probablement facile d'accès, mais après pour perdurer et faire des sous et rester sain et rester en harmonie avec ton job et donner un sens à ton métier, non, c'est pas facile en fait. C'est pas effectivement juste des pieds. Et même internet, moi je vois encore souvent des pubs genre ah tiens on a lancé tel site, gagne ta vie facilement en mettant des photos des pieds. Mais c'est tellement pas ça. Mais ouais. C'est tellement pas ça, c'est tellement... Ouais, comme tu dis, un storytelling, du marketing, de l'attention, c'est énorme. Tu dois nouer une relation avec la personne, parce que des photos de pied, tu googles, il y en a plein, tu vois, il faut que ça soit, que ça soit spécial. Et je pense que, comme tu dis, même sur Internet, on montre que c'est facile, entre guillemets, et je pense que c'est pour ça aussi que la plupart des gens pensent que c'est facile. Déjà, ça commence par là, tu vois. Et aussi, je pense que les pieds... En fait, à la fois, c'est très sexualisé parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup... Alors, on dit souvent, ouais, il y a plein de mecs qui sont à fond dans les pieds. Mais du coup, comme c'est pas pour beaucoup de gens considéré comme une partie génitale, quoi, du coup, on est là, oui, mais ok, c'est sexy, mais comme en fait, c'est pas du sexe. En gros, comme j'ai pas à me mettre à nu, au final, c'est encore plus facile. Ouais. Mais sauf qu'un kink, ça reste un kink. Et Exactement. même si c'est pas tes boobs, quand quelqu'un sexualise tes pieds, ça peut être très trashy et si tu sais pas comment gérer ça, tu peux te sentir autant humilié que si quelqu'un était en train de parler de ton anus ou de tes nichons, quoi. Ouais. Et ça aussi, il faut le gérer. C'est pas parce que c'est une partie du corps que toi, dans ta tête, t'avais pas sexualisé, que ça va être facile de le sexualiser pour l'argent. Bah ouais. J'aimerais juste revenir sur un point, parce que tu l'as dit, et je pense que tu t'y connais bien sur ça, t'as été dans le milieu, le fait que quand tu rentres dans le strip, c'est souvent par vocation, parce qu'on entend souvent le contraire parfois, où c'est des petites qui ont besoin d'argent, qui sont dans une difficulté, etc. Oui, c'est... il y a un peu des deux, parce que c'est vrai que t'as besoin, en général, t'as un moment, t'as besoin de l'argent, et tu te dis, tiens, je vais essayer ça. Mais si dans ta tête, tu t'es dit, tiens, je vais essayer ça, enfin, il y a plein d'autres choses que tu aurais voulu essayer. Si c'est ça qui vient en premier dans ta tête, c'est qu'il y a un aspect vocation et qu'il te fallait l'excuse de t'as besoin de thunes pour oser te lancer à un moment donné. Tu vois, limite, j'ai pas le choix, donc je vais faire ça. Mais en vrai, comme je dis, si tu veux vraiment juste un boulot, tu vas à Starbucks,
tu vas à Starbucks, tu vas à McDo, enfin moi ça a été mes premiers petits tafs. T'as besoin de zéro expérience, t'as juste besoin de vouloir te lever et d'aller bosser. Et comparé à la difficulté d'être stripteaseuse, c'est bien moins difficile que d'être stripteaseuse. Donc non, si t'es attiré par ça, je pense que forcément il y a quelque chose dedans que t'as besoin de vivre dans cet univers-là. Et moi, je l'ai vraiment fait, pour le coup, je l'ai vraiment fait. Oui, il me fallait un petit taf, mais j'étais en mode, mais c'est génial, parce que c'est sexy, parce que je danse, parce que je vais découvrir plein de choses qui sont encore taboues et interdites, mais j'ai envie d'aller vers ça, et j'ai envie de découvrir ça, en fait. Surtout que toi, que tu dansais déjà avant, enfin, t'as fait de la danse classique, donc si ça t'a attiré, c'est qu'il y avait quelque chose, tu vois. Totalement. Après, il y a beaucoup de métiers dans le sexe que des gens font que pour l'argent et qui assument faire ça pour l'argent, même si ils vont en tirer du plaisir ou des choses, mais ils sont en mode, non, moi je suis là-dedans pour l'argent, je vais le faire tant d'années, je vais accumuler tant et après en sortir. Ça peut être un plan de carrière, totalement, parce que comme tu dis, bah, ça permet une bonne indépendance financière si tu travailles bien, mais quelque part, enfin, voilà, ça reste quand même une vocation, c'est quelque chose, tu t'es dit, bon, allez, je suis bon à ça, je sais que je peux y aller, que je peux me faire du fric, et puis bon, une fois que j'aurai fait le tour et que j'ai fait assez de sous, j'en sors. Mais ouais, ça reste, du coup, c'est quand même quelque part une vocation, tu vois, c'est pas... et ouais, c'est rarement, dans toutes mes collègues que j'ai eu peu de nanas qui étaient, tu vois, à la rue et qui se sont dit, oh, c'est où le strip ou la prostitution c'est pas légal, bon bah allez je me lance dans le strip, et elles font ça, tu vois. Non, je peux me tromper, mais j'en ai jamais connu, en fait. J'ai eu que des nanas qui se sont dit, ouais, il y a un moment j'avais besoin de me trouver un petit taf, et j'ai eu envie de faire ça, et je me suis lancée là-dedans. Et après le truc, c'est que même si t'y vas juste dans cette idée là, si t'y trouves pas ton compte, t'y restes pas, parce qu'encore une fois, l'argent gagné versus le temps, l'énergie, que ce soit physique ou émotionnel, que tu as investi dedans, si tu prends pas un minimum de plaisir ou que tu n'as pas un certain retour qui te fait plaisir, tu restes pas. Tu restes pas, parce que il y a peut-être eu une époque où, quoi qu'il arrive, tu faisais beaucoup d'argent, mais en tout cas, même moi, quand j'ai commencé cette époque-là, elle était finie. Et donc, tu peux faire beaucoup d'argent, mais il faut beaucoup bosser, et il faut bien bosser. Donc, tous les gens qui restent et qui restent plusieurs années et qui font carrière dans ces métiers-là, c'est des gens qui aiment ce métier-là, en fait. Bah ouais. Et au niveau des conditions de travail, comment ça se passe ? Est-ce que ça va, ou est-ce que c'est dur quand même ? Enfin... Bah ça dépend de ce que tu appelles conditions de travail. Moi, par exemple... Est-ce qu'il y a des choses à dénoncer ? Est-ce qu'il y a des choses à dénoncer ? C'est ma question. Moi, je trouve qu'il y a des choses à dénoncer, mais après, c'est toujours pareil. C'est parce que t'es de l'autre côté de la barrière. J'ai jamais été dirigeante de strip club, mais forcément, en tant que stripteaseuse, bah, je trouve que le club, il se prend trop d'argent sur tes danses. Mais après, c'est pareil. Je suis sûre que quand j'avais le studio Françoise, mes professeurs devaient penser que je prenais trop d'argent versus combien ils sont payés à l'heure. Mais parce qu'ils n'ont pas tous les facteurs, donc je me dis, bon... Après, c'est quand même connu que la plupart des strip clubs... Mais c'est pareil, comment c'est aujourd'hui, mais je sais qu'à une certaine époque, ils se faisaient tellement d'argent. Et c'était peut-être de l'argent un peu sur le dos des filles, mais de manière générale, non, les conditions, en tout cas en France, elles sont relativement bien, mis à part la commission que je trouve un peu beaucoup, mais... Après, c'est vraiment un métier dans lequel tu peux naviguer, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de rester dans un strip club. Déjà, tu peux rester dans un, quand on a marre, aller dans un autre. Il y en a différents en France, il n'y a pas que Paris. Tu peux aller à l'étranger aussi. Et puis, il n'y a pas que les strip clubs, tu peux faire des enterrements de vie de garçon. Tu peux faire maintenant avec les OnlyFans, tu peux aussi faire tes strips en ligne, des choses comme ça, tous les sites où... Je dis OnlyFans, mais il y a tous les autres, les mimes, les machins, je ne vais pas faire plus de pub à l'un qu'à l'autre. Donc, il y a tout ce qui est des salons, il y a danser dans des clips... Donc t'as quand même une variété, et moi c'est vrai que j'étais pas une fan de rester en strip club trop longtemps, j'y allais quand c'était des périodes creuses, mais sinon j'aimais bien faire des enterrements de vie de garçon, des anniversaires où tu vas à domicile. Il y a aussi, à l'époque où je le faisais, tu pouvais être gogo en boîte, et de ton gogo tu pouvais aussi circuler, faire des lap dance, des choses comme ça. Donc ça me laissait vraiment de la liberté, tu te retrouves pas avec un patron, tu bosses avec plein de gens, s'il y a quelqu'un avec qui ça fonctionne pas, t'arrêtes, tu bosses avec d'autres personnes, t'es avec différentes agences. Donc j'aimais la liberté, j'aimais le fait que oui, tu peux bien gagner ta vie, t'as surtout beaucoup de boulot, quoi. Si tu bosses bien, t'as beaucoup de boulot. Et ouais, et de l'indépendance, et je m'éclatais à ce que je faisais, donc, et puis j'avais des collègues super, et ouais, non, c'était bien.
C'était top. C'était une bonne époque, je ne regrette pas du tout. Et en quoi, toi, le strip ou la pole ou même la danse, en soi, ça a changé ton rapport au corps? À ton corps et peut-être au corps de tes partenaires, parce que je suppose que ça a une influence aussi. Oui, totalement. En quoi ça a changé le rapport à mon corps? Bah, c'était surtout de la confiance en fait. Je pense que d'être autorisé à se montrer, d'être autorisé à exprimer ta sensualité, et donc du coup, au bout d'un moment, si tu veux bien faire ton métier, être autorisé à explorer ta sensualité pour pouvoir encore mieux l'exprimer ou pour pouvoir avoir un plus grand panel de choses à partager. Euh, Ça peut paraître un peu vénal, mais étrangement, être payé Ouais. pour danser, être payé pour te montrer, être payé pour ton corps, être payé pour exprimer ta sensualité, bah, ça lui donne une valeur en fait. La même chose que quand tu as fait du bon boulot et que tu as un bon salaire à la fin, tu as aimé ton boulot, tu as aimé ce que ton métier apporte et tu es content d'être bien payé pour ça, c'est exactement la même chose. Donc quelque part, c'est une forme de validation. Et je pense que quand j'ai commencé plus jeune, j'avais vraiment besoin de cette validation. Aujourd'hui, j'en ai moins besoin. J'ai moins besoin qu'on me dise oui, t'es belle. Mais à ce moment-là, plus jeune, j'en avais besoin et ça a été très bien pour moi pour démarrer dans la vie et même démarrer ma vie sexuelle. Ça a été très important pour moi de savoir que je peux faire partie de ce gang des femmes sexy. Ouais. De se dire mais oui, mais toi aussi, t'es une meuf sexy. Et du coup, ce truc-là, après, t'as la possibilité de dire bah aujourd'hui j'ai envie de l'être, aujourd'hui j'ai pas envie de l'être, avec telle personne j'ai envie de l'être, avec telle personne. Mais le fait de savoir que tu l'as en toi et de savoir Ouais. comment appuyer sur le bouton on, c'est hyper. Et que c'est quelque chose de valuable. Ça se dit en français? Ouais, Valuable, ok. ok. Let's go pour le franglais. Le fait d'avoir ça, euh, ouais, ça change quand même, ça change. Et puis ouais, ce fait d'être autorisé à se montrer, à exprimer, que ce soit récompensé et puis de rencontrer d'autres gens aussi qui le font en Mhm. fait. Parce qu'au final, déjà d'autres gens, parce que c'est vrai quand tu vas dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui jugent, mais quand tu es dans ces milieux-là, en fait, tu rencontres d'autres gens qui eux aussi sont dans la même démarche que toi. Tu rencontres des clients qui vont apprécier ça, voire même qui vont te confier que ça leur apporte beaucoup de choses dans la vie et qui vont te remercier de faire ça. Euh, et des gens qui démarrent des business, même si c'est pas forcément des gens qui vont eux-mêmes se montrer, mais qui vont encourager ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des patrons de clubs, soit qui ont des sites, qui vont vendre des sextoys ou de la lingerie ou ce genre de choses, et qui sont en fait qui vivent un peu les mêmes stigmas, Mhm. mais qui eux aussi continuent de se battre et se disent non non, je sais que c'est dur, mais moi c'est une branche qui me plaît et j'ai envie. Et donc du coup, tu te sens pas seul et tu te dis ah bah en fait ce que je fais ça a un sens. Et effectivement, quand tu reviens dans la vie de tous les jours, il y a Ouais. quelqu'un qui dit ouais, du coup, des stripteaseuses, t'es une femme objet, mais c'est débile, oh, machin, un truc. Tu te dis ah oui, c'est vrai il y a cette partie-là du monde qui existe. Ouais. Mais au final, plus tu vas dedans et plus t'es entouré de gens qui en fait sont comme toi et tu te rends compte que bah oui, il y a tout cet univers que personne ne veut voir, mais qui est immense et qui existe. Et en ce Ouais. moment, je regarde ces reportages sur Netflix. Là, il y en a plusieurs justement sur tout le sex work et tout. Et ils donnent des chiffres. Il y a un moment, il y a un épisode sur justement les filles qui font des webcams. Et ils te disent que sur les 3 plus gros sites de webcam au monde, juste sur ces 3-là, à chaque heure, t'as 5000 nanas qui travaillent. Ouais. À toutes les heures, n'importe quelle heure de la journée, t'as minimum 5000 nanas qui travaillent. C'est sur ces 3 gros sites-là. Ils ont, je sais pas combien de millions de visites uniques par mois. Je crois que c'est un truc genre 30 millions de visites. Donc c'est-à-dire que le nombre de personnes qui le font, tu sais, il y a ce truc on dit someone you love is a sex worker, mais c'est Ouais. vrai. Tout le monde, un peu toutes les femmes, pas toutes, mais énormément de femmes à un moment donné passent par le sex work et tous les hommes à un moment donné vont consommer que ce soit des films, que ce soit aller en club, que ce soit regarder une go-go danseuse dans un club, que ce Mhm. soit inviter une stripteaseuse pour un enterrement de vie de garçon. Enfin, à un moment de ta vie, t'es forcément confronté à ça. Donc en fait, c'est toute une partie du monde. Tu peux pas. Ouais. Je pense que de nos jours, on peut plus continuer de voir ça comme un tabou ou comme un problème quand ça fait partie intégrante de notre société, quoi. Non seulement il faut l'assumer, mais en plus il faut réfléchir dessus, et il faut améliorer les conditions, moi je pense qu'il faut, même si c'était plus assumé, ça aiderait énormément de gens, même s'ils sont pas dans ce milieu-là, mais ça apporterait énormément, parce que la plupart des femmes
des hommes qui travaillent sur leur côté sexy et qui l'assument, souvent, c'est ce qu'on appelle des healers, c'est-à-dire des gens qui peuvent soigner. Et souvent, c'est quand les filles changent de carrière, elles vont souvent se déporter vers le massage, la thérapie, la psychothérapie, la sexothérapie. Infirmière aussi, Elisa Del Sierra. J'ai vu qu'elle était infirmière. Mais quasiment toutes les nanas que je connais qui ont fait ça pendant longtemps ou qui continuent de le faire, à côté, elles ont un truc qui est dans le fait d'aider et de soigner les autres. Et je pense que c'est pas anodin. On a vraiment ce pouvoir-là et c'est forcément lié. Je pense que tous les gens qui ont déjà des grosses énergies sexuelles, ils ont forcément un pouvoir aussi d'aider les autres. T'as toujours vécu dans un milieu où on a une bonne vision de son corps. Moi, je sais par exemple que dans ma famille, ça c'est le sujet où dès que t'as un peu de bidou, dès que je sais pas, t'es trop petit, t'es trop mince, t'es trop grosse, il y a toujours un sujet à critique. Est-ce que toi c'est un milieu... Et moi forcément ça m'a influencé, tu vois, sur ma vision de mon corps durant mon adolescence où je me trouvais parfois trop grosse, parfois trop maigre alors que j'étais comme ça, enfin j'étais vraiment toute fine. Est-ce que toi, t'as vécu dans un milieu comme ça ou plutôt positive sur le corps? J'ai grandi plutôt dans un milieu où le corps est tabou. Ouais. Mes parents, pas trop. Alors, comme mes parents étaient divorcés, j'ai eu un petit peu les deux sons de cloche. Mon père était plutôt ouvert, plutôt à pas comprendre justement les gens qui avaient beaucoup de complexes ou ce genre de choses-là, parce que ça fait partie des personnes qui m'ont appris que tout le monde est beau et que tous les corps sont beaux et que la beauté c'est pas ce que les médias veulent nous dire et voilà, en tant qu'homme il avait cette espèce d'incompréhension quand des femmes trop rondes n'étaient pas contentes d'être rondes parce que lui il trouvait ça beau et des femmes très minces il trouvait ça beau aussi, enfin, donc j'ai pas lui, et même vis-à-vis de la sexualité, les mots qu'il a, je pense qu'il en parlait pas autant que ce que maintenant on conseille dans l'éducation et tout, mais quand même c'est la personne qui m'en parlait le plus et qui me guidait le plus sur ça, et ça a toujours été très sex positif. Là où ma mère elle s'est remariée avec mon beau-père, et on va dire que le sujet de la sexualité était très très tabou, le sujet du corps était très tabou, avec beaucoup d'interdictions, c'est-à-dire que toutes les choses que je pouvais vouloir faire en tant qu'ado pour me sentir plus belle, pour faire comme les copines quelque part, comme s'épiler, même ça par exemple c'était interdit, des questions que je pouvais poser, on me disait ouais bon, tu verras ça quand tu seras plus grande, à des moments où c'était le moment de m'en parler en fait. Tu vois, donc même des choses tu vois comme les règles ou ce genre de choses, c'était un petit peu compliqué, et je les blâme pas du tout, ils ont fait avec ce qu'ils avaient à ce moment-là quoi, mais donc il n'y avait pas non plus de jugement, trop grosse, trop maigre, mais il n'y avait pas non plus de valorisation du corps. Ne serait-ce que dans se mettre en beauté, se mettre en avant, bien s'habiller, c'était des choses, étrangement, c'était très tabou. Ouais. Très très tabou. Et donc après, moi j'ai été vers la danse classique, et là par contre j'ai eu des infos très... pour le coup voilà, de régime, de il faut être maigre, ce genre de choses, et là j'ai vécu beaucoup de body shaming. Et c'est là où ça m'a un peu appris à pas aimer mon corps à ce moment-là, là où avant quand mon corps était un peu bridé, que je pouvais pas trop exprimer, j'avais cette volonté d'exprimer, d'explorer et machin, et à ce moment-là il y a la danse qui est arrivée, la danse classique, et qui m'a dit non, ton corps il est pas bien de toute façon. Et à partir du moment où je me suis... Parce que j'ai toujours été attirée quand même par le sexy, par ces images de femmes fatales que j'avais envie d'être. Et à partir du moment où je suis allée vers le strip et vers l'univers du sexy, là j'ai pu l'exprimer, là j'ai pu mettre ces choses en avant. Et là ça m'a appris à aimer mon corps, quelles que soient les formes, quelles que soient... Soit de par les retours que j'avais du public, soit en voyant mes collègues, en voyant que quel que soit le corps, l'âge qu'elles avaient toutes quelque chose à raconter, et une fois que c'était bien travaillé sur scène, c'était beau sur tout le monde en fait. Et ça m'a vraiment mis à peace avec mon corps quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est le premier truc que j'ai envie, parce que autour de moi c'est vrai que c'est que ça encore aujourd'hui, même des amis qui sont très proches, j'essaye de mettre cette règle avec mes amis de on se critique pas,
On ne critique pas son corps et on ne critique pas le corps des autres. Et mes amis, ils savent que ça m'énerve si, je sais pas, même si c'est des mecs, on est dans la rue, ils disent « Oh oui, mais elle », je suis là « Eh, mais ta gueule. » Ouais. Et quand c'est mes copines, c'est pareil. « Oui, mais là, j'ai un peu de bidou. » Je suis là « Non, mais arrête. En fait, le dis pas devant moi parce que ça va m'énerver. » Ouais, ça, c'est quelque chose... moi, j'ai... Non pas que... Excuse-moi. Non pas que j'entends pas. Parce que je sais que la société, elle est là et que tous les jours, elle te met la photo de la meuf avec le ventre archi plat, que toi, c'était un petit peu de bidou, t'es là en mode, mais je comprends pas, j'ai du bidou. Mais c'est juste que c'est pas en rentrant dans ce jeu-là qu'on fait avancer les choses, ni pour le monde, ni pour soi, en fait. Donc c'est pour ça que je suis en mode, non, je sais que tu le penses, mais fais un travail pour le changer et arrête de le dire, c'est la première partie du travail, quoi. Ça c'est à dire à tous les marques de culottes ou de collants là qui font des gaines qui amincissent et qui t'enlèvent le bidou. Moi je suis tombée, j'ai eu une élève un jour, elle était avec sa copine et je les voyais discuter dans les vestiaires et elle disait, je les entendais et elle disait que je vais garder mon t-shirt parce que j'ai un petit bidou et que j'ose pas et je le trouve trop moche, etc. Et forcément, tu vois, je suis comme ça, je devais intervenir parce que je suis comme ça. Et je dis, on a toutes des bidous, c'est le corps d'une femme en fait. Moi, je sais que quand j'ai mes règles, je suis gonflée à bloc. Quand je mange trop de pâtes et trop de pain, je suis gonflée à bloc. J'ai du gaz, c'est comme ça. Et elle m'a répondu une phrase. Sur le moment, je me suis dit, aïe. Elle m'a dit... Toi, tu peux parler, t'as un corps qui se rapproche encore des standards actuels, donc c'est facile pour toi de dire ça. Ouais. Comment on fait parce qu'on va pas se mentir, plus quelque part tu fais du sport, plus parfois en tout cas, t'as une morphologie qui se sculpte et qui se rapproche plus ou moins de certains standards. Comment on fait pour garder son discours body positif dans ce cas-là ? J'essaye le plus possible, effectivement. Justement, voilà, je vais être un peu dure quand justement c'est des femmes qui déjà se rapprochent effectivement beaucoup du standard et qui se plaignent quand même. Pour avoir beaucoup d'élèves, avoir des élèves qui sont même parfois en surpoids et qui font quand même le travail de justement, elles viennent ici, elles se mettent en bikini, elles se plaignent pas, elles essayent de danser, machin. Quand je vois une nana qui, clairement, est ce qu'on appelle aujourd'hui un canon, qui me dit « Regarde, là, j'ai un petit lit, là, j'ai du bidou », j'ai juste envie de dire hey, « J'entends, je veux pas invalider le fait qu'il y a encore beaucoup de choses qui te font ne pas t'aimer, et je le sais qu'ils sont là, mais juste par respect pour les autres qui se battent. Encore plus dur, tais-toi. » Mais sinon, quand c'est des filles qui, effectivement, parce que moi aussi, j'ai conscience que, quelque part, mon corps, beaucoup de gens vont le considérer comme canon, j'essaie d'être moins dans je donne une leçon et de plus d'être dans le compliment en fait, de dire mais non, mais t'es magnifique, mais c'est trop beau, mais oui je sais que les images elles nous imposent de toutes ressembler à ci ou ça, mais t'as pas besoin en fait pour être belle, moi j'adore. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'en France, en Europe en général, on manque beaucoup de représentation. Là où, par exemple, aux États-Unis, quand je donne mes cours de pôle là-bas, mais les élèves, c'est tellement plus divers, les types de corps que j'ai. Et de manière générale, je pense qu'avant même de parler de poids, de shape, quoi, je trouve que les femmes aux États-Unis, peut-être c'est que dans l'univers de la pôle, parce que je peux pas parler de tout le monde. Moi, je suis beaucoup... À chaque fois que je vais aux États-Unis, c'est pour évoluer dans cet univers-là. Elles prennent tellement plus de place. Là où, je parle pas que physiquement. Physiquement, oui, souvent elles sont plus grandes, plus charpentées, elles parlent plus fort. Et au niveau du charisme et de la présence, elles ont pas peur de parler, elles ont pas peur d'intervenir. Là où, en Europe, j'ai l'impression qu'une femme, ça doit être le plus fluet et petit et discret possible et très très plat. Donc c'est pour ça qu'on a un problème avec le ventre, avec la cuisse, avec la cellulite, avec les ondulations. Mais aussi, voilà, moi j'ai des épaules et souvent on me fait des réflexions. Là où jamais... à l'étranger, surtout pas aux États-Unis, on va me dire quelque chose, ou si on me dit quelque chose, c'est hey, on me tape sur l'épaule et on fait nice shape, et hop, les gens ils continuent. Là où en France, on a ouh, t'as des épaules, hein, ou des fois j'ai même des élèves qui me disent oui, j'ai envie de faire de la pole, mais je veux pas être comme toi. Hein. Et ouais, ce truc de la femme qui prend de la place en Europe et en France en particulier, on a encore beaucoup de problèmes avec ça. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les filles, si elles pourraient disparaître, elles le feraient pour avoir l'air féminine. Et même, tu remarqueras, je sais pas moi, une fois que j'ai réalisé ça, je l'ai vu sur trop de mes copines, où on parle entre nous, on est comme ça, ouais, donc, gna 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 gna, et il y a un mec qui rentre dans la pièce et c'est, oui, donc, tu sais, ça se remet sa petite mèche de cheveux, ça prend la voix comme ça, et gna gna gna, et t'es là en mode, mais
bitch, tu vois, si t'es dans la minute séduction, effectivement, lap dance et tout, t'as envie de jouer ce rôle-là, oui, mais pourquoi est-ce qu'au quotidien... Et l'autre jour, j'ai reposté un truc de Zaya qui dit, mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de passer un casting pour les hommes. Ouais. Et des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est ça avec mes copines, quoi. Il y a un mec qui rentre dans la pièce, bam, elles sont en casting de celle qui sera la meuf mieux pour lui, alors qu'elles sont pas forcément intéressées par le mec, hein, mais on a trop donné ce truc-là. Et oui, et donc du coup, j'ai l'impression que c'est tout. Et souvent, j'essaye de donner aux autres femmes plus de représentation, de dire, ok, moi, je suis peut-être pas une femme grosse, et donc je peux pas te montrer à quel point ça peut être aussi très sexy une femme grosse, mais voilà d'autres nanas que je connais à l'étranger qui le font, et regarde comment c'est magnifique. Mais en France, comme les femmes elles se trouvent trop grosses, elles osent pas le faire, comme elles osent pas le faire, du coup on n'a pas de représentation, du coup il y a pas trop de femmes qui le font. Ou quand elles le font, elles vont se mettre dans des zones genre ouais je vais faire burlesque, comme ça c'est sexy mais pas trop sexy. Non, tu peux faire du striptease, tu peux être super hot. Et que tu sois grande, que tu sois grosse, que tu sois même vieille, tu vois, parce que vieille, c'est pas un gros mot. Tu peux être vieille et t'as encore une sexualité, t'as encore des trucs à exprimer. T'as beaucoup de trucs à expliquer. Et il y a énormément de gens à qui ça va plaire et qui vont avoir du désir pour toi. Mais ouais, donc du coup, ce truc de dire ah non mais moi je trouve ça trop beau. Ouais. Déjà les gens ils disent oh, parce que il n'y a pas énormément de compliments. Et des fois, j'essaye d'expliquer pourquoi. Je dis, mais non, mais tu rigoles ou quoi? Moi, ma danse, elle est faite pour créer des formes. Donc, si t'arrives et t'as déjà des formes, genre, tu rends mon stripper style encore plus sexy. Ouais. Et des fois, quand elles commencent à entendre ça, elles disent, ah, c'est vrai, c'est pas faux vu comme ça. Elles commencent à voir la forme autrement. Là où c'est vrai, on a une éducation de la danse classique qui est sur les lignes, qui est sur des trucs droits, et que forcément, la courbe, elle dérange. Voilà. Et donc, du coup, on a cette esthétique de danse classique de ligne. Là où en stripper style, on a une esthétique de courbe. Rien que dans le déséquilibre, dans le rapport avec la pole, on veut de la forme, on veut de la courbe, on veut de la chair. Comment t'assembles ça, toi, dans ton style à la pole où t'as fait de la danse classique, où c'est très ligne, et tu fais du stripper style où c'est courbe, et du coup, comment tu fais la part des choses? En fait, c'est-à-dire que... lignes, je les avais par rapport à la technique quand je veux faire des figures. Et l'aspect courbe, en fait, elle est venue quand je me regarde dans le miroir. C'est-à-dire que je suis là en mode, ouais, ok, j'ai des jolies lignes, mais pourquoi ça fait pas ressortir mes fesses? Pourquoi j'arrive pas à créer une belle hanche? Mais parce que moi, justement, j'avais cette esthétique aussi des strip clubs où les meilleurs strippers, c'est quand même des femmes avec beaucoup de forme. Et qu'il y a des très bonnes strippers qui sont minces, mais pourquoi? Parce qu'elles vont quand même jouer sur leur forme. Et quelque part, elles te font oublier qu'elles sont si minces, et elles arrivent quand même à mettre sur la table beaucoup de sex appeal, et elles te montrent un petit peu aussi en quoi un corps qui peut être plus nerveux peut être également aussi très, très sensuel et très, très érotique. Mais au final, pour moi, ma discipline, à la base, tu vois, si ça devait être fait pour un type de corps, enfin, moi, je suis vraiment... Mes collègues, ou quand je vais voir les nanas aux US, c'est des nanas avec clairement du cul, des nichons, un peu de bidou. Et donc quand je dansais, que je me regarde dans le miroir, je dis ouh, ça rend pas tout à fait pareil qu'elle. Donc comment est-ce que je peux un petit peu aménager ça? Et donc oui, ma danse, elle est faite pour mettre en valeur le corps. Quand j'enseigne un lap dance, je suis là, ok, on fait ce qu'on a, on veut pas changer sa morphologie, qu'on soit très mince, très ronde, ou entre les deux, ou trop de ci et pas assez de ça. Voilà ce qu'on a. Ce qu'on veut, c'est le mettre en avant. C'est pas le changer ou quoi, c'est ce que j'ai, comment je peux le mettre en valeur, et comment je peux que la personne qui est en face de moi ait très envie de tout ça. C'est toi qui disais que ça s'apprend d'être sexy. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est un langage en fait. Ouais, parce qu'on entend souvent « Ah, je suis pas assez sexy pour commencer ou je suis pas assez gracieuse, je suis pas assez sexy », et c'est des choses qui s'apprennent. Hein. Oui, en fait, comme je dis souvent, être sexy... Parce qu'on oublie en fait le mot sexy, maintenant on l'associe juste à une image d'une nana, en gros, hein, quand on se dit une nana sexy dans la tête des gens, une nana qui s'assume, qui s'habille de manière un peu stylée, donc on va dire talons, bikini ou lingerie, et puis qui a des jolies lignes, voilà, des jolies lignes, des lignes qu'on va trouver un peu de courbe, mais pas trop de courbe non plus, voilà, c'est ça ce qu'on dit. Alors qu'en vrai, sexy, ça veut dire qu'il exprime la sexualité, point. C'est juste ça. C'est-à-dire quelque chose de sexy, c'est quelque chose qui appelle au sexe. Ouais. Et en vrai, si tu gardes cette définition-là, ça n'a rien à voir avec ta morphologie. Ça n'a rien à voir
avec un truc génétique, où il y a des femmes qui sont sexy et des femmes qui ne le sont pas. Je pense qu'à partir du moment où tu as une sexualité et que tu ressens ce désir, que dans ton apparence ou dans ton mouvement ou dans ton art, cette sexualité elle soit exprimée, t'es sexy. Et c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens où ils ont pas besoin que leur sexualité soit exprimée, ou la sexualité c'est même pas quelque chose de très important pour eux dans la vie, ou ce genre de choses. Mais à partir du moment où tu as ce désir et ce besoin, et tu sens que tu as quelque chose à dire en l'exprimant, t'es sexy. Maintenant, il y a juste une différence entre l'amateur et le professionnel, et entre la personne qui débute et la personne qui est très avancée. Parce que tu peux débuter et être professionnel, ou être avancé mais rester amateur. Donc déjà, c'est comme tout, quand tu es professionnel, tu as d'autres choses qui rentrent en jeu, que tu vas travailler, comme la technique par exemple. Et la différence, c'est que au début, tu es amateur. Enfin, si tu es amateur débutant, forcément, tu n'as aucune notion. Et c'est pour ça que tu as l'impression de ne pas être sexy, dans le sens où tu n'as juste pas le langage. Si tu viens vers moi pour apprendre à parler l'espagnol, je ne parle pas espagnol, mais imaginons, je suis latina, j'ai envie de te parler espagnol, de t'apprendre à parler espagnol. Si tu viens vers moi au début, tu ne sais pas parler. Ouais. Tu as 2-3 idées, tu as une culture que tu aimes bien, que tu as envie d'apprendre, et je vais progressivement essayer de t'apprendre ça. Et petit à petit, plus tu vas pratiquer, puis au bout d'un moment, tu vas être fluide, et puis au bout d'un moment, tu vas avoir même le bon accent, et voilà. Mais apprendre à être sexy, c'est un langage. Tu as ce que tu as dans tes tripes, tu as ton corps, et comment est-ce que tu peux transmettre ça de l'un à l'autre pour que la personne qui est en face comprenne ton message. T'en parlais dans l'épisode du podcast Le rendez-vous musclé de Hugo Owona, où il te demandait la différence entre le sexy et le vulgaire. Ouais. Et que justement, et j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, j'en ai parlé à mon copain et on était là, ouais. Ouais, effectivement, c'est très intéressant. J'aimerais juste qu'on revienne sur le côté, tu disais tout à l'heure que on a l'impression de tout le temps candidater dans la vie quand on est femme. Il y a quand même une certaine concurrence aussi. Est-ce que toi tu la ressens, cette concurrence-là dans le milieu ? Je sais par exemple que, je sais pas, mais c'est Lisa Del Sierra qui disait dans un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent, que je recommande à tout le monde, qui est très très bien, que elle, ses principaux détracteurs, c'était des femmes. Et Camille Auman-Carnel, elle aussi, elle fait cette remarque-là quand elle parle de sa page, du lancement de sa page Je m'en bats le clito, où justement elle disait que elle, ses principaux détracteurs, c'était des femmes sur le moment. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir, cette concurrence dans le milieu Alors, il y a deux plans. En tant que stripteaseuse, envers mes autres collègues stripteaseuses, jamais. Ça semble toujours étonnant aux gens qui vont penser que c'est un milieu de bimbo et on se tire dans les pattes. Absolument pas. Je suis venue, je ne savais pas comment faire un strip. C'est les autres qui m'ont appris, les autres nanas. Elles m'ont appris comment travailler. On s'inspire des unes des autres. Elles m'ont appris des mouvements. Il n'y a pas de problème à ce que tu copies le même truc. Regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est elles qui me donnaient du boulot. On se soutient, on se garde safe aussi en disant on va travailler là, travaille pas là, attention tel client. Des fois on y va en mode quand t'as une petite nouvelle, tu vas dire allez viens avec moi, comme ça on bosse toutes les deux, comme ça tu sais qu'elle bosse un peu. C'est vraiment ouf, tellement il n'y a pas de... Après il y a toujours des histoires et des petits trucs comme dans n'importe quel milieu, mais je veux dire par rapport à d'autres milieux c'est tellement plus sain le rapport avec les autres femmes. Et du coup c'est le premier truc qui m'a donné cette notion de sororité. Après quand je suis arrivée en tant que professeure et que... j'ai eu ce truc où même si j'avais des femmes qui venaient vers moi un petit peu dans la confrontation, je me disais, comme je t'ai dit tout à l'heure, elles viennent vers moi, c'est qu'elles veulent apprendre. Donc je me suis toujours dit, sois la plus grande personne dans la pièce et toujours faire ce travail sur moi pour pas me mettre en concurrence, pour me sentir pas supérieure, c'est-à-dire me sentir plus expérimentée, donc j'ai quelque chose à t'apporter, mais toi et moi on est au même level, pas me mettre en compétition. Et vraiment humblement rendre un service en mode je vais t'aider à prendre cette figure, je vais t'aider à prendre confiance. Après là où ça pose problème, c'est au quotidien effectivement, si je suis invitée par des amis et que dans un groupe il y a énormément de femmes qui ne me connaissent pas d'abord, je sens quand je rentre dans la pièce
Surtout si elles savent que je fais de la pole ou si j'arrive habillée un peu sexy, que je suis la personne à abattre. Elles disent ouais, elle va nous piquer notre mec, ou je sais pas. Avec la sagesse, je sais que c'est parce qu'elles sont conditionnées comme ça. Donc pareil, j'arrive en étant la plus grande personne dans la pièce et tout ce que j'ai toujours fait, que ce soit avec les couples, c'est d'abord justement accorder très peu d'attention aux hommes. De toute façon, ils ont largement assez d'attention comme ça dans la vie. J'accorde mon attention aux femmes, je discute avec les nanas, tu vois, j'essaye pas de convaincre les hommes que je fais du strip et que c'est cool. J'essaye justement plutôt de parler aux nanas, de dire mais non mais tu devrais essayer, mais non mais t'es belle. Après les filles, des fois c'est facile parce que tu fais des compliments et elles t'aiment bien. Donc je vais faire des compliments et du coup elles vont se dire ah non mais en fait elle est trop cool, et puis en fait elles vont progressivement avouer qu'elles aussi elles aimeraient bien, qu'elles savent pas comment, et puis elles vont poser des questions. Et là c'est bon, ça c'est avec l'expérience, je sais très facilement comment faire ami des nanas dans la pièce. Après, je pense que le problème pour les actrices porno, c'est que c'est encore plus stigmatisé que le strip, c'est encore le level du dessus. Et que donc c'est un peu violent. Mais ce qui se passe, c'est que, et ça c'est dur à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, ça aide. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes en fait. C'est pas la bonne manière, hein, je l'excuse pas, mais les gens en fait, il y a énormément de gens qui apprennent dans la confrontation. C'est-à-dire que comme pour eux c'est tellement ouf, mais qu'en même temps ça les attire, comme j'ai dit, le sexe ça attire tout le monde, un peu, pas tout le monde regarde des films, par exemple moi je regarde pas de films, mais énormément vont en regarder, et s'ils en regardent pas, ils ont quand même, ils ont une attirance pour le sexe. Le sexe c'est comme ça qu'on est né, donc il y a un moment on peut pas l'éviter. Mais c'est tellement pas assumé, il y a tellement de frustration, ils se privent tellement dans leur vie, donc ils sont attirés par ça, mais en même temps on leur dit tellement non, c'est pas bien, que quand ils vont voir quelqu'un qui est aussi libre et tout ça, déjà il y a beaucoup de jalousie, donc c'est négatif, mais il y a aussi besoin d'aller confronter cette personne parce qu'on apprend dans la confrontation. Tu vois, parce qu'on arrive, on dit toi tu fais de la merde, tu vois, déjà il y a ce besoin d'exprimer, parce que tout le monde s'en fout de ton avis, parce que tu vas pas arriver au boulot et dire ouais je trouve que les meufs c'est de la merde. Non, une fois que t'as la personne en face de toi, t'as envie de pouvoir lui dire. Ou sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que ton opinion. Mais quelque part je pense que les gens qui le disent, c'est parce qu'en fait ils veulent qu'on leur apprenne l'opposé. Alors attention, c'est hyper fatigant. Quand toi ton rôle par exemple c'est d'être actrice, je pense pas que ton rôle c'est de raconter à ces mecs là ou ces nanas là à quel point c'est bien d'être actrice, parce que c'est de la charge mentale. Je pense qu'il faut plus d'éducateurs, donc des podcasts, des gens qui en parlent de l'extérieur, des sex-éducateurs, des gens qui ont travaillé dans ce milieu, qui en sont sortis et qui maintenant disent non, les gens c'est pas ça, voilà ce qui se passe, voilà la vraie vie, voilà ce que l'on vit au quotidien, voilà ce que les actrices peuvent apporter dans notre société de nos jours. Donc il faut que ce soit des gens de l'extérieur, parce que si toi... Par exemple, si moi, en tant que stripteaseuse, non seulement je suis en train d'essayer de bien faire mon métier de stripteaseuse, mais en plus, je suis en train d'apprendre aux mecs comment bien se comporter avec une stripteaseuse, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué de faire les deux. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai arrêté mon OnlyFans. Parce que j'arrivais plus à vendre uniquement ce que le mec attend. Parce que pour moi, on a beaucoup plus à raconter, beaucoup plus à exprimer. Et donc, j'étais un petit peu dans cet énervement. Et en même temps, je me dis, mais j'ai pas envie non plus d'être le prof. Et en même temps, Et donc j'ai préféré sortir de là jusqu'à trouver une solution, parce que comme t'exprimais tout à l'heure que t'étais un peu en colère contre les gens qui jugent, moi c'est ma colère du moment de... Je suis un peu en colère contre les mecs de manière générale en ce moment. Ça s'apaise, ça commence à s'apaiser, mais je me dis bon, soit ça s'apaise, soit je vais finir en mode sorcière, tu vois. Parce qu'en plus, comme je me dirige un peu plus vers des trucs un peu de healing et de spiritualité, je me dis je vais vraiment finir en sorcière. C'est pour ça l'encens. Ouais, grave, mais je te jure, j'étais pas branchée encens avant. Hein. Mais je vais finir à faire des remèdes pour aider les meufs à s'en sortir, et je ferai aussi des remèdes pour les mecs, mais avec un double tranchant, tu vois. T'es sûr que tu veux ce remède ? Parce qu'attention, ta vie va basculer, tu vois. Bref, c'est mon plan de carrière. Non, mais ouais, donc je pense que effectivement, les femmes, et surtout aujourd'hui, du coup, c'est où des nanas qui sont déjà ouvertes d'esprit, qui ont fait le boulot, et qui vont se dire ok, je vais me lancer là-dedans, je vais écouter des podcasts, je vais lire des bouquins, je vais rencontrer d'autres femmes qui sont dedans, moi-même je vais essayer. Ça, il y a de plus en plus, où il y a l'autre penchant, comme on est à ce moment-là, ce moment charnière en fait de changer de mentalité, et il y a tous les gens où ils sont obligés de se mettre en opposition pour comprendre. C'est fatigant hein, pour les gens. Je pense que c'est les mêmes choses avec tout, avec le racisme, avec le truc par rapport au sex worker, le truc par rapport à l'ouverture des sexualités sur être homosexuel, être bisexuel, par rapport à la transsexualité, enfin, et c'est violent.
et ça va rester comme ça un petit moment. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, tu peux pas avoir un changement rapide et d'un coup, tout le monde est là, oui, on est d'accord. Ouais, c'est vrai. T'as forcément des trucs qui sont enclavés depuis des millénaires, et des gens, c'est dans leur éducation, c'est dans leur construction, ils sont construits comme ça, et d'un coup, t'es en train de leur dire, bah en fait, tout ça, c'est de la merde. Et ça rend tout le monde malheureux, toi y compris, donc il faut que tu changes. Et il y a des gens pour qui c'est, tu vois, ils peuvent pas, ils sont obligés d'être... Donc je dis pas que c'est bien, j'excuse pas, mais... Ouais. Voilà. Mais du coup, j'arrive à le comprendre comme ça. C'est-à-dire quand une femme vient vers moi en mode... et que je la trouve, bon, on va dire le mot, je la trouve méchante avec moi, le premier truc que je me dis, c'est, un, elle manque de confiance en elle. Deux, en fait, c'est juste une forme d'appel à l'aide. Après, c'est à moi de choisir est-ce que j'ai envie de répondre à cet appel à l'aide ou de dire, ouais, va te faire foutre, fous-moi la paix et je fais autre chose, tu vois. Deal avec tes bullshit toute seule, c'est pas mon problème. Ou est-ce qu'effectivement, je sens qu'il y a une ouverture, ou peut-être que des fois, y a des gens qui te touchent un peu plus et tu te dis, bon, ils sont pas cool, mais je vais quand même lui dire. Je sens que ça va rester là, ça va faire son petit chemin, et un jour, elle va réagir que... Bah, c'est Camille Aumont-Carnel, celle qui a créé la page Je m'en bats le clito, qui disait justement que elle, une grande partie de ses détracteurs, bah, c'était en fait des femmes qui l'enviaient d'avoir réussi à sauter le pas et de parler aussi librement de la sexualité quand elles, justement, elles n'y arrivaient pas. Et du coup, elle, ce qu'elle fait, c'est que elle s'est dit, ok, ça marche, je vous entends, ok, maintenant, on va aller dans le dialogue et on va essayer de parler par rapport à ça. Mais c'est vrai que... Comment tu fais pour... Mais l'envie, c'est ça, hein, l'envie, c'est... Moi aussi, j'ai envie, j'ose pas, donc plutôt que de dire, hey, comment tu fais parce que j'ai envie de faire la même chose, on nous a pas appris, on nous a juste appris à nous mettre en concurrence. Donc ça, c'est le côté... patriarcal et tout, on est là, c'est à celle qui va être la favorite du roi, quoi, tu vois, t'as la reine, qui est, bon, bah, la mère, machin, et puis après, t'as toutes les catins autour, et puis tu dois être la catin favorite, tu vois. et c'est resté en nous, c'est à celle qui va le plus plaire à l'image des mecs, et on nous a fait croire que c'était une image un peu bien, machin, et il y en a une qui ose en sortir, et les autres, elles sont là... Mais du coup, elle devient plus intéressante que nous parce qu'elle est différente de nous. Donc nous aussi, on a envie d'être comme ça, mais on va pas aller lui demander de l'aide. On va juste se mettre en opposition et critiquer. Comme ça, peut-être que nous aussi, on sera intéressante parce qu'on est à notre place. On a une position, en fait. Une position en opposition, c'est une position. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, parce qu'on a été... Et donc oui, j'entends totalement. Mais il y a aussi ça, le truc, c'est que tu peux pas être surtout avec les réseaux sociaux et tout le monde qui peut donner son opinion, tu peux pas être sur tous les plans. Ouais. Et c'est Camille, c'est ça ? Camille, je m'en bats le clito. Je pense que Camille, elle peut pas, surtout que sur sa page, il y a énormément de followers. Tu peux pas passer tes journées à créer du contenu, trouver des idées, éditer ton contenu, le mettre en avant et en même temps te battre avec tous les détracteurs ou essayer d'être en plus pédagogue et expliquer oui, mais non. Ça peut t'inspirer des posts et te dire ah tiens, ça revient souvent, je vais faire un post à ce sujet-là, mais sinon, c'est le burn-out. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses qui font des burn-out. Surtout sur les réseaux, c'est tellement... Il y a tellement... Tout le monde a un avis, tout le monde... t'as tellement de... t'as tous les commentaires sur les réseaux. C'est horrible. Toi, t'es beaucoup sur les réseaux ou pas ? Principalement Instagram. J'ai pas le temps pour le reste. Faudrait que je m'y mette, mais j'arrive pas à trouver le temps. Et moi, j'ai ma petite technique qui est de... Enfin, qui était une technique à un moment, maintenant j'ai même plus besoin vraiment de l'utiliser, ce qui est de supprimer, en fait. Moi je supprimais les trucs négatifs. Alors il y a des gens qui le gardent parce que quelque part ça fait un buzz, parce qu'il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui sont pas d'accord. Comme moi, mon métier c'est pas d'être influenceuse, c'est pas d'être blogueuse, c'est pas de... Voilà. Je garde que le positif et j'enlève le reste, j'ai pas besoin du buzz. Donc je garde les vibes positives et comme il y a que des vibes positives sur ma page... Même si quelqu'un avait envie de mettre un truc négatif, quelque part, le fait qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas un truc négatif auquel je réponds, auquel quelqu'un répond, auquel machin, ils se disent que la porte n'est pas ouverte à ça et donc ils le font pas. Et donc je suis pas du tout affectée par ça. Et de temps en temps, quand il y en a un qui met un message qui me plaît pas ou quoi, pareil, je supprime, je le bloque et basta. Et du coup, je me protège beaucoup de ça. Et ça me permet de concentrer mon énergie que sur ce que je veux, c'est-à-dire partager mes vibes sexy, me concentrer sur ce que je veux communiquer à mes élèves, et ce que les gens qui ne sont pas mes élèves mais qui trouvent bien, ne serait-ce que du divertissement de ma page, puissent avoir accès librement. Et parce que moi j'ai envie de donner du divertissement, j'ai envie qu'ils voient le divertissement et qu'ils kiffent. J'ai pas envie qu'ils voient le commentaire de...
je sais pas, je voudrais offenser personne, je vais dire un mot au hasard, hein, Brigitte, je ne connais pas Brigitte. Mais de Brigitte qui dit ouais, comment tu oses faire ça? Et puis de Robert qui dit ouais, vas-y, tu fais bien de la pole, pourquoi tu ferais pas de la pole sur ma bite? Tu vois. Ouais. Pendant un moment, tu vois, j'ai eu ce besoin en tant que prof, hein, de besoin d'éduquer les gens, de dire à Brigitte non, mais Brigitte, je te jure que c'est cool, et puis me juge pas si facilement, et de dire à Robert, hé Robert, c'est pas bien, tu sexualises, c'est pas parce que moi je me mets en avant que ça t'autorise toi à me. C'est bon. C'est en ça que je dis, moi, voilà, j'éduque les gens qui veulent bien être éduqués, c'est-à-dire la personne qui vient vers moi qui me dit bonjour Doris, je veux prendre un cours avec toi, je veux apprendre ça et ça et ça. Et là, je mets tout en œuvre pour aider cette personne. Ouais, mais c'est vrai que ça prend du temps, ça pompe de l'énergie de le faire. Ouais, surtout que toi, t'es partout. Enfin, Comment tu fais pour tenir debout? Faut savoir que Doris, elle est à Paris 2 jours par semaine. Ensuite, les week-ends, elle est à l'autre bout du monde. Elle donne ses cours. Comment tu fais pour avoir toute cette énergie? J'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Je pense que je suis passionnée par ce que je fais, donc j'ai Ouais. envie. Donc quand j'avais un studio, c'est pareil. Je faisais 1 milliard de trucs. Je gérais le studio, je donnais les cours dans le studio, je faisais des shows aussi à l'étranger. En même temps, je formais les profs. En même temps, enfin voilà quoi, j'ai toujours été à 1000%. Quand même j'étais la directrice du studio, j'étais l'une des profs qui donnait le plus de cours dans le studio. Et Ouais. enfin bon, ça n'avait pas de sens. C'est plutôt l'inverse que je dois faire souvent, c'est me réfréner. Maintenant que j'ai plus cette charge mentale, que j'ai pas en plus un studio à gérer, j'ai juste moi à gérer, donc j'ai l'impression que j'ai encore plus d'énergie. Mm. Mais avec l'âge, j'ai quand même appris justement à gérer, parce que c'est pas parce que j'ai plein d'énergie que ça veut dire que je dois la disperser dans tous les sens. J'ai envie de l'optimiser et de justement garder mes good vibes dans ce qui m'est cher et dans moi, dans mon développement personnel. Ça sonne très égocentrique, mais je m'en fous. Oh. et donc, par exemple, j'ai appris que j'étais pas... Pendant longtemps, je me suis considérée comme une personne très sociale, parce que je bossais beaucoup. Du coup, dès que j'avais fini le boulot, il fallait que je sorte, il fallait que je voie plein de gens. Maintenant que mon métier me paraît moins stressant, j'ai moins besoin de sortir et je me rends compte que mes moments où je suis seule, ils sont hyper importants. Par exemple, quand je reviens d'un voyage, je vais rester minimum 24 heures, voire 48 heures toute seule. Ouais. Même juste des fois aller faire mes courses, je veux pas voir de gens. Ouais, ton you time, quoi. Ouais, et le fait d'avoir ça, et ben mine de rien, ça fait qu'après, quand je repars en déplacement, je suis vraiment présente, je suis connectée avec la personne qui me fait travailler, connectée avec mes élèves. Quand j'ai mes élèves en cours privé, j'ai vraiment ce moment où il y a le moment où je donne mes cours et quand je referme la porte, des fois j'enchaîne plusieurs cours, mais quand c'est fini, c'est vraiment mon moment à moi et je m'écoute vraiment sur ce que je veux faire, ce que je veux pas faire et ça m'aide en fait. Ça m'aide à vraiment trouver un équilibre entre... c'est très important pour moi, il y a 1 an, dans les intentions, dans ce que je voulais faire, j'ai dit que ce que je voulais, c'est trouver le bon équilibre entre donner et recevoir. Mm. Et c'est vraiment ce sur quoi j'ai travaillé pendant 1 an. Et c'est aujourd'hui ce qui me permet justement de faire plein de choses. Enfin, d'avoir l'apparence, parce que c'est toujours pareil, c'est les réseaux sociaux, qui est cette apparence que je fais énormément de choses. Et en même temps, de trouver le temps de me ressourcer, de ne pas m'épuiser, de ne pas aller vers un burn-out, de ne pas à un moment donné en avoir marre aussi, parce que c'est le danger. Tu t'entraînes beaucoup, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois sur les réseaux. Est-ce que tu t'accordes facilement des moments de pause? Et si c'est pas le cas, ou c'est le cas, je sais pas, est-ce que y a pas une petite voix de la culpabilité derrière? S'il y a pas, comment t'as fait pour la mettre off? C'est une très bonne question que tu poses. Donc, je m'entraîne énormément, mais parce que j'aime ça. C'est mon me time. Tu parlais de me time. Il y a les moments où je fais rien, mais il y a quand même les moments où je m'entraîne. C'est moi. Et plus le temps passe, plus je prends plaisir à m'entraîner de manière pas nécessairement productive, c'est-à-dire pas nécessairement pour avoir une vidéo pour Instagram, pas nécessairement pour un combo, pour un cours. Il y a le moment où je dois le faire, parce que j'ai un workshop, il faut que je crée le contenu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas communiqué sur moi qui fais des figures de pôle, et j'ai quand même beaucoup de workshops avec des figures de pôle à remplir. Donc il faut que je communique, que les gens se rappellent, ah oui, Doris, elle fait aussi des bonnes figures, ou des combos, ou tout ça. Donc il y a des moments où je dois le faire, mais je m'autorise des moments juste pour moi, juste pour faire mes choses. Donc après, je fais beaucoup confiance à mon corps, et en fait, j'écoute mon corps. C'est-à-dire que le jour où je me lève et mon corps, il me dit « Je sais, on avait prévu de s'entraîner sur ça et ça, mais aujourd'hui, on n'a pas envie. » Ouais. Et là, je dis « Ok », et je le fais pas, en fait. Et je fais d'autres choses. De toute façon, quand t'aimes bien faire plein de choses, t'as toujours des trucs à faire, ne serait-ce que
aller faire des courses, aller te promener, regarder cette série que t'as pas fini de regarder. Donc je trouve toujours un truc à faire. C'est vrai que j'aime pas trop m'ennuyer. Mais maintenant, je prends plaisir à faire des choses qui... Ça paraît un peu spirituel, mais des choses qui vont apaiser mon âme, apaiser mon corps. Et je le vois au final comme quelque chose de productif aussi. C'est-à-dire que mon corps, il a besoin de cet équilibre. Dans mes énergies, j'ai besoin de ces moments de calme, j'ai besoin des moments... Et du coup, il n'y a pas de culpabilité parce qu'en fait, je sais que j'en ai besoin et je sais que c'est comme ça. Et c'est aussi parce que j'ai déjà eu les résultats. C'est-à-dire qu'avant, j'étais partout, je faisais plein de trucs. Et au final, je faisais beaucoup de choses et j'étais insatisfaite dans tout ce que je faisais. Parce que quand tu fais plein de trucs, tu fais tout un peu à moitié. À la fin de la journée, t'as fait énormément de choses, mais comme il t'en reste encore plein sur ta to-do, tu culpabilises. Le lendemain, t'es épuisé et tu passes ta journée, et ça, je l'ai vécu. J'ai eu ce cercle-là, c'est pour ça que je dis c'est une très bonne question. Où le lendemain, t'es censé te reposer, mais en fait, tu te dis, allez, tu pourrais quand même faire ce petit email, tu pourrais dire ça, tu pourrais répondre à ce message de cette personne, ça va pas te bouffer, tu vois. Puis ça, c'est important, fais-le maintenant, ne le reporte pas à demain. Et en fait, au lieu de te reposer, tu passes ta journée à culpabiliser de t'être reposé. Ouais. Et donc ça m'a donné des petits burn-out à des moments. J'ai eu un moment où j'ai eu très très peur, dans le sens où, tu me connais, je suis quelqu'un de super joyeux et tout ça. Ouais. Et j'ai eu une période où pendant quelques mois, j'avais plus ma joie. Mais vraiment plus, c'est-à-dire je me sentais vraiment vide. Je pleurais tout le temps pour rien. Ouais. Et ouais, j'avais plus ce feu, ce fire, je l'avais perdu. Et je pense que c'était une période, tu sais, on sortait du Covid, mais il n'y avait pas encore les vrais cours, c'était les cours en ligne. Et c'est une période où je donnais beaucoup, j'essayais de maintenir mon studio en live, en vie. J'essayais que mon studio reste en vie, j'essayais que mon équipe reste motivée, là où mon équipe était en mode ça nous saoule. Et j'ai tellement donné à ce moment-là, sans rien recevoir, parce que j'avais même pas la joie d'avoir mes élèves en cours, c'était que derrière un écran tout le temps. Tu voyais pas tout très... Enfin bref, je me suis vidée et là ça m'a fait très très peur. Ça m'a fait très peur parce que je me suis dit waouh, et j'ai eu des mini burn-out, je me suis secouée avant d'être vraiment dans le burn-out à fond, mais ces fameux trucs où pendant 2-3 jours en fait tu peux pas sortir de ton lit. Ouais. T'as pas la force même physique, même émotionnelle de sortir de ton lit, et c'est flippant. Et comme ça m'a fait très très peur. Ouais, j'imagine. Mais je pense que c'est parce que j'ai la chance d'aimer ce que je fais. Parce que je pense que si j'avais un job que j'aimais pas, en fait, je me serais pas... j'ai tombé, j'aurais sombré, quoi. Alors que là, comme j'aime, je suis là, non, j'ai encore envie de danser, j'ai encore envie de faire ce que je fais. Et juste, il faut que je change la formule, en fait. La formule, elle me vient pas. Et donc maintenant, comme j'ai plus du tout envie de revivre ça, je sais que j'ai besoin de ces moments-là. Et plus je m'accorde ces moments-là, et plus je vois que derrière, en fait, au final, je suis performante et productive. Donc du coup, en fait, maintenant, je me suis vraiment encouragée dans ce sens-là. Et mon corps, je pense pas que c'est pour tout le monde, mais je sens vraiment que mon corps, si je l'écoute, il m'écoute. Tu vois, si je l'écoute, derrière, il fait ce que j'ai envie qu'on fasse. C'est dur, je trouve, de faire la différence entre... Enfin, d'écouter son corps qui te dit « je suis fatiguée, il faut du repos » et d'écouter la paresse. Je pense que la paresse, elle n'existe pas. Je pense que c'est ça, c'est le plus gros mensonge qu'on ait. Et moi, et je pense que c'est ça qui m'a longtemps motivée, c'est que j'ai souvent été éduquée comme ça, en mode sois pas feignante, fais pas ta feignante. Et en fait, pour moi, la paresse n'existe pas, c'est juste ton corps qui te dit non, on n'est pas prêt pour ça, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Attends, on est déjà en train de récupérer de ça. Ouais. Et je pense que la paresse, c'est juste ça, en fait. C'est juste ton corps qui te dit ou non, en fait, on n'aime pas, on veut pas faire ça, on n'aime pas ça, on va pas faire ça. ou ton corps qui dit c'est pas le moment, et ce truc ne reporte pas à demain. Il y a des moments si, en fait, j'ai envie de faire. C'est-à-dire, je donne vraiment de la value à mes endorphines, à ce qui me stimule. Et si ce qui me stimule à ce moment-là, c'est pas cette tâche-là, je la fais pas. Ouais. Et je me rends compte que le lendemain, ou 2 jours après, je vais me lever et je vais me dire tu sais quoi, je vais le faire. Et je le fais, et c'est fait, et j'ai cette satisfaction de l'avoir fait. Donc là, j'ai la décharge d'endorphine ou de dopamine, je sais plus c'est laquelle, il y en a une qui est associée à la tâche accomplie. Et elle va être là, et là, t'es fière de ta tâche accomplie. Mais je l'aurais fait avant, je sais déjà que si je le fais dans un mauvais mood, déjà je peux faire des erreurs, qui des fois coûtent cher. Oui. Tu vois, ce mail que t'envoyais pas à la bonne personne, ou pas avec les bons mots, ou ce truc. Et donc c'est contre-productif. Vaut mieux que j'attende le moment où je me dis allez, c'est quoi, ce matin je me fais mon café, je fais mes emails, mais je le sens, tu vois, je dis pas que c'est la tâche la plus plaisante, mais là je suis au taquet, je suis motivée, je le fais. Mais si un jour je me pousse dans la paresse, je vais mal le faire,
peut-être pas, mais sur le long terme, forcément, tu vas finir par mal le faire. Mais en tout cas, sur le moment, je vais peut-être pas forcément bien le faire, je vais pas bien le vivre. Ce qui fait que les prochaines tâches, j'aurai encore moins envie de les faire. Et il y a un truc que j'ai appris, j'ai pas encore les bons mots scientifiques, mais je me renseigne, et c'est vachement, ça m'a beaucoup servi dans mes entraînements, mais je pense que ça sert dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ton corps, et même je pense dans tes tâches, de toute façon, t'as qu'une certaine quantité de choses que tu peux accomplir. Ouais. Et dans ton entraînement, c'est pareil. T'as une certaine quantité de choses que tu peux apprendre, que ton corps il peut mémoriser et sur lesquelles ton corps il peut progresser. Passer cette quantité, tu peux continuer de t'entraîner après, mais déjà tu vas pas forcément apprendre plus. Par contre, tu vas plus stresser, si on parle que du corps, tu vas plus stresser ton corps et tes muscles, ce qui fait que le temps de récup que tu auras derrière, déjà il faut t'accorder un temps de récup, mais que le temps de récup que tu vas avoir derrière, il va pas servir à assimiler les progrès que tu auras fait avant, il va servir à réparer le stress et la fatigue que tu as donné à ton corps. Donc ce temps de récup, tu vas réparer le stress que tu as causé, mais tu n'auras pas bien assimilé les progrès que tu as fait. Et donc maintenant, je suis vraiment dans ce truc, dans work smarter, not harder. Ouais. Et je suis fan de tous ces petits exercices qui sont pas fatigants, qui sont 3 fois rien, mais ça te fait faire tellement de progrès si tu les fais régulièrement et machin. Je suis trop fan de ça. Et quand je m'entraîne, c'est pareil. Tant que je prends plaisir, tant que c'est bien, j'y vais. Dès que je commence à fatiguer, à être dur, dès que je suis pas motivée, j'arrête. Soit je me repose, soit si j'ai encore de l'énergie, mais pas pour faire ça, je fais autre chose. Mais je m'écoute et en fait, c'est vrai, je fais tellement plus de progrès. Et dans les tâches, c'est pareil. Si je me force à faire un truc que j'ai pas envie, je vais mal le faire. Et après, il va me falloir encore plus de temps pour m'en remettre et pour me récupérer. Ça veut dire que les tâches du lendemain, je les ferai moins bien. Et j'ai pas envie, je les fais pas, c'est pas le moment. Le monde, il va pas s'arrêter de tourner aussi. C'est vrai. Le monde, il va pas s'arrêter de tourner. Si ta mission, elle est noble et elle est en adéquation avec toi, ça peut attendre une semaine, ça peut attendre un mois, des fois ça peut même attendre un an. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc pour moi, la paresse, c'est un truc, on se shame avec ça, mais ça n'existe pas. Comment on fait pour se tenir à ses objectifs quand on n'a pas de deadline ? C'est ce qu'on appelle des intentions. Ouais. Je suis à fond, c'est pour ça que je te dis je vais finir en sorcière. Les trucs de manifester, c'est-à-dire de vraiment être capable de dire je veux ça, et je veux que ce soit comme ci, comme ci, comme ça. Ça, c'est ma direction. Maintenant, quand est-ce que je vais atteindre cet objectif-là ? C'est pas propre à moi, c'est propre à ce que mon corps voudra bien faire, c'est propre à ce que la vie va mettre sur mon chemin. Et des fois, c'est des trucs speed, hein. Tu crois que tu vas mettre 2 ans à faire un truc et bam, tu rencontres la bonne personne qui truc. Ou des fois, ça va prendre plus longtemps parce qu'il y a d'autres choses, des trucs qui d'un coup deviennent plus importantes. Mais tant que c'est là, soit parce que tu le notes, soit parce que tu te le répètes, tant que c'est là, il y a un moment, tu vas réussir à le faire. Et le fait d'avoir confiance dans ce process, c'est ça. Après, c'est juste faire des petites choses au quotidien. Par exemple, dans mes lignes, j'ai envie d'être plus souple. Ouais. Je me mets pas de deadline. Peut-être je serai plus souple. Les objectifs souplesse que j'ai, disons, mettre ma tête sur mes fesses, ou mes fesses sur ma tête, dans l'ordre. À nous de voir. Cet objectif-là, c'est pas grave si j'y arrive que dans 10 ans. Il est là. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? J'essaye qu'un petit peu toutes les semaines, j'ai fait un truc en rapport avec ça. Ça peut être avoir pris 10 minutes parce que j'avais que 10 minutes pour m'étirer cette semaine-là, comme m'être inscrit à un stage, comme avoir pris un cours, comme avoir contacté cette personne et dire « je veux des cours privés, comme ça je vais prendre un cours par semaine, ça va me motiver. » Set up un petit rendez-vous en ligne avec une autre copine à moi qui a envie de s'étirer, on se voit en ligne. Voilà, c'est là, c'est dans ma trajectoire. Je sais que je l'abandonne pas, ou si je l'abandonne parce que ce mois-ci j'ai pas le temps, c'est pas grave, je me programme un truc pour le mois prochain. Ouais. Et donc au final, et puis après, pareil, tu vois les résultats, t'as les trucs, et puis mine de rien, de rencontrer quelqu'un, cette personne à un moment donné, elle va te motiver là où un jour t'étais pas motivé, et après ça se fait tout seul en fait. Mais ne pas avoir de deadline, je pense que c'est un rapport au temps, hein, c'est aussi très culturel, on nous dit voilà, passé un certain âge, de toute façon t'es vieille, tu sers plus à rien. Mais si t'arrives à travailler sur ça, à faire abstraction de ça, en fait, c'est pas moi, c'est Gandhi qui dit apprends comme si vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours. Et c'est exactement ça en fait. Quand j'apprends, dans ma tête, je suis immortelle. Je me dis pas parce qu'après tout, c'est vrai, je peux mourir à 60 ans, à 80, comme je peux mourir demain en fait. Tu vois. Donc je suis pas pressée d'apprendre parce que au final, même si je mets 10 ans à apprendre un truc, mais que je mors à 110 ans, genre imagine, je suis dans les plus vieilles trucs. C'est pas grave si j'ai réussi à faire mon truc à 60 ans, t'imagines combien de temps j'ai encore après ?
Même si je meurs à 90, ça veut dire que même si j'ai une skill à 60 ans, j'ai encore 30 ans pour profiter de ma skills. Et de toute façon, l'âge, on discute souvent avec mon copain, comme lui, il est dans le sport aussi. Et moi, c'est quelque chose qui me fait très peur de vieillir. Pour le moment encore, je travaille avec ça, parce que j'ai peur de perdre mes capacités. Mais lui, il me disait, bah non, t'apprends de nouvelles choses, ou ton corps il s'adapte, Totalement. ou tout simplement, c'est sûr que t'auras plus le même corps que ton corps de 15-20 ans, tu vois, mais t'apprends de nouvelles choses et ça continue, tu vois. Totalement. Non, et puis déjà, le corps, il peut progresser pendant encore longtemps. Bah, je sais pas si en tant que stockeuse, t'as vu la story que j'ai mis, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, et où maintenant, ils ont fait des études qui prouvent que tout ça, c'est faux, le truc où genre d'un coup, tes hormones, elles descendent, ça y est, t'as passé le cap des 30 ans, ton métabolisme, passé 25 ans, de toute façon, il arrête de progresser. Enfin, tu vois, on entend plein de trucs comme ça, où là, en fait, les recherches, elles ont prouvé que de toute façon, il y a rien, ton organisme, il baisse pas de manière significante, pas avant les 60 ans. Donc ça veut dire que ça commence à descendre à 60 ans. Et effectivement, passé 60 ans, de toute façon, t'as encore largement une marge de travail, de progression, peut-être de travail différemment. Mais t'as aussi ce qu'on appelle l'expérience. Là où moi, avant, je me tuais, je me butais sur certains exercices. Aujourd'hui, avec l'expérience, j'apprends que je peux avoir largement le même résultat sans trop me fatiguer. Ouais. Donc je me dis, quand j'aurai 60 ans, j'aurai encore plus de techniques comme ça qui font que de toute façon, je pourrais continuer de faire ce que j'ai envie de faire, de dire ce que j'ai envie de dire, en m'épuisant beaucoup moins qu'avant. Donc c'est pas grave si je suis plus fatiguée qu'avant, en fait. Je suppose que tu as des moments un peu de down sur le plan créatif. Comment tu fais pour te redonner un peu de boost et te remettre dans ta choré, enfin créer ta choré, créer tes combos Là, je dois avouer que j'ai rarement des moments de down dans l'aspect Ah, la créatif. chance Juste ce fameux moment où je me suis vraiment sentie vidée, c'est parce que j'avais aussi eu ce truc où il fallait toujours que je sois productive. Au bout d'un moment, j'étais là, j'avais plus rien. Et surtout que mon corps me faisait mal, en fait. C'est là où j'ai été... les fois où j'ai eu mal au corps, c'est là où c'est dur. C'est dur de créer, de machin, quand t'as plus ce plaisir à bouger, en fait. Ouais. Ça, c'est des moments qui ont été plus durs, où là, je fais le minimum syndical en fait. Je crée ce que je dois créer, je réutilise des trucs que je connais déjà. De toute façon, je sais faire tellement de choses que des fois, je resserre des trucs. Pour les gens, ça paraît tout nouveau, alors que moi, c'est un truc que je faisais il y a 10 ans. Ouais. Donc j'ai moins cette volonté d'innover, mais je vais faire à l'efficace. Voilà, je vais faire à l'efficace. Et l'énergie qui me reste, je vais l'utiliser pour justement réparer mon corps, faire du bien. Mais c'est rare que j'ai... Enfin, je suis faite pour ça, je suis faite pour créer, pour toujours inventer, toujours... mais après, si tu veux des astuces de création, j'aime beaucoup freestyler. Ouais. Freestyler, filmer, et puis voir ce qu'il en ressort. Après, c'est que j'ai toujours des histoires, des trucs dans ma tête, j'écoute une musique, j'ai déjà une idée. Donc, j'ai plus cette urgence à sortir ce qui se passe à l'intérieur plutôt que il n'y a rien à l'intérieur, comment je vais créer quelque chose. Ouais, il y a l'expérience aussi derrière qui joue. Je pense, mais j'ai toujours eu ça. Enfin, tu vois, même gamine, j'aimais bien créer mes spectacles. J'aime créer. J'aime créer, donc c'est compliqué de... Donc il y a cette espèce de chance. Mais après, par exemple, si tu veux un conseil pour créer des chorés, dans ma formation, j'apprenais que t'as trois champs de possibles. T'as plein de champs, hein, mais en gros, ce qui peut facilement t'aider, c'est de te concentrer soit sur la musique. T'écoutes une musique et de par son rythme, de par ce qu'elle raconte, ça va te donner des inspirations. Tu peux te concentrer sur les mouvements. Tiens, ce nouveau combo, ce nouveau enchaînement, techniquement, je l'aime bien. Donc, je vais trouver une musique adéquate qui me permet de parfaitement réaliser cette combinaison. Donc, ça va être un rythme rapide ou un rythme lent en fonction. Tu vas voir, il y a des musiques, ton combo, et ça te rush, t'arrives pas à faire ton combo, ou à l'inverse, c'est trop lent. Donc, tu vas trouver la musique parfaite pour ton combo. Et le troisième truc, c'est la thématique. C'est-à-dire un mood, t'as envie de leur faire un truc hyper sexy, c'est la Saint-Valentin, on veut faire sexy, hyper salace. Donc parce que t'as ce mood-là, tu vas forcément trouver une musique qui va avec, et puis du coup, ça te donne une catégorie de mouvement. Si t'es en mode, j'ai envie de leur faire un truc un peu serpent, tu vas devoir trouver une musique qui fait un peu serpent, et les mouvements, forcément, tu vas pas faire un mouvement qui n'a rien à voir avec un serpent, donc ça va guider tes mouvements. Donc choisir une de ces trois cases-là en fonction de ce qui t'inspire sur le moment et bâtir les deux autres autour de ça t'aide beaucoup. Je sais que c'est un truc que j'apprenais aux élèves en formation et ça les aidait à construire leur chorégraphie.
La pédagogie, ça t'est venu comment? Parce qu'il faut savoir que Doris, enfin même quand on l'entend là, maintenant, on se dit, mais en fait, tu as une pédagogie unique qui se démarque, en fait, la pédagogie Doris. Ça t'est venu comment, ça? J'adore, je pense qu'il y a deux choses que j'adore. J'adore vivre les choses et j'adore que les autres gens le vivent aussi. Ouais. Tu vois, je pense que j'ai un côté en pâte où je vais faire une figure, je suis contente de faire la figure, et le deuxième truc qui va me rendre le plus content, c'est de voir d'autres gens faire la figure. C'est comme si je la réussissais à nouveau. Donc, et puis, comme je dis, j'ai un peu ce besoin de un peu modeler l'univers autour de moi, le monde dans lequel moi j'ai envie de vivre. Donc transmettre ma passion, transmettre mes valeurs, transmettre les choses qui me rendent heureuse à d'autres gens et voir que ça peut rendre d'autres gens heureux. Ils n'ont pas besoin de le vivre comme moi, mais si juste ça donne un petit truc pour que eux ils soient aussi heureux dans cet univers-là. Et voir même qu'après ils puissent eux-mêmes arriver avec leur pierre et mettre leur pierre à l'édifice, il n'y a rien qui me rend plus heureuse. Par exemple, tu vois, toi, je sais que tu as pris quelques cours avec moi, tu vois, je peux pas dire que je t'ai formée ou quoi, mais tu as quand même pris quelques cours avec moi. Et des fois, dans des trucs que tu fais, je vois une petite influence ou un truc. Et genre, il n'y a rien qui me rend plus heureuse de voir que tu as pris un petit truc dans tes bagages et que tu es aussi en train de construire ton truc, soit ce podcast, les différents cours que tu donnes à gauche, à droite. Et genre, ça me rend hyper... tu vois, ça me rend hyper contente. Ouais. Et avec tous mes élèves, que ce soit qu'ils utilisent la pôle de manière professionnelle ou même pour eux dans leur vie de tous les jours, ça me rend heureuse. Donc du coup... Je suis quelqu'un qui va vouloir aller au bout des choses, donc je me suis dit, ok, comment transmettre au mieux? Et tout au long de ma carrière, je me suis dit, comment transmettre au mieux au maximum de personnes? Et donc au final, la pédagogie, ça devient une espèce de science un petit peu. Enfin, pas un petit peu, c'est une science où tu apprends, effectivement, tu as tel type de personnes, comment leur apprendre, tu as aussi tel cas, tu vois, c'est pas pareil à une personne, de 30 personnes, 40 personnes. Est-ce que tu es justement à Cagine, qui est une salle vraiment très spécifique. À l'inverse, avant que j'avais mon studio, qui était une salle vraiment créée que pour ça. Tu vas réussir à t'adapter et créer et développer ça et te dire, ok, telle figure, comment je vais la faire comprendre à telle personne, quels sont les outils. Et voilà, pour moi le rôle de professeur c'était vraiment un transmetteur, ça se dit comme ça, un transmetteur, non? En fait t'es un outil de transmission, voilà, t'es un outil de transmission entre une discipline ou un savoir ou peu importe et un élève. Et toi t'es juste l'outil. C'est à partir du moment, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font pas très bien leur boulot de prof parce qu'ils pensent qu'ils sont le savoir. Tu vois, c'est là où t'as les profs hyper genre c'est moi qui sais. Mais à partir du moment où tu comprends que t'es un outil de transmission entre les deux, ça t'aide beaucoup à bien faire ton travail de prof. Ça t'aide aussi à rester humble, même si t'as un bon niveau, même si t'as beaucoup d'élèves, même si machin. T'es en mode, ok, je suis un outil, tu vois. La personne, elle en fera ce qu'elle veut. Il y a ça aussi, parce que des fois, les gens après, ils sont un peu possessifs avec leurs élèves. Ou pourquoi tu fais ça, pourquoi tu donnes tel cours. Ah oui, mais c'est pas ce que je t'ai appris. Non, moi, je suis un outil, je t'ai donné ce que je pouvais. C'est ton bagage, t'en fais ce que tu veux et tu bosses avec ça. Donc, c'est le centre de la pédagogie. Donc, c'est vrai que j'adore enseigner. J'ai aussi aimé, quand j'avais ma formation, enseigner. Mais si je devais choisir entre enseigner et performer, ce serait dur pour moi. C'est comme les gens qui ont la casquette compétiteur et professeur. C'est vraiment les deux casquettes et c'est dur de choisir juste parce que tu as l'impression que quand t'amputes une partie de ta personnalité, en fait, si tu choisis. D'ailleurs, toi, t'as fait des compètes, oui? Mes premières compètes, c'était en 2008 et j'en ai fait jusqu'en 2014. J'ai fait les championnats de France, je l'ai fait toutes les années jusqu'à la gagner en 2013. Et j'ai été vice-championne d'Europe, j'ai fait plusieurs fois les championnats du monde. J'ai jamais été classée, mais j'ai déjà été plusieurs fois dans les finalistes. J'ai remporté des compétitions internationales. Donc j'ai eu une grosse période de compète. C'était important pour toi de faire des compètes? C'était important dans le sens où quand moi j'ai commencé, c'était le seul moyen d'être sur scène. Il n'y avait pas de show de pôle comme aujourd'hui où tu peux faire un showcase. Aujourd'hui, j'ai beaucoup l'opportunité de juger la compétition, donc d'être guest performance. Il y a des galas qui sont organisés par différents studios. À l'époque, c'était le seul moyen d'être sur scène en faisant de la pôle, c'était de participer à une compétition. Ah, parce que souvent, tu vois, je me pose des questions et je me dis, est-ce que toi, tu as envie de faire une compète? Est-ce que si tu fais une compète, est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Est-ce que... je me pose ces questions à moi, tu vois. Et effectivement, c'est dans ce cas-là. Et du coup, pourquoi tu as arrêté? Alors, parce que moi, je me sentais pas... Déjà, parce que j'ai fait le tour. J'ai eu les titres que je voulais avoir. J'avais pas besoin d'autre chose.
C'est surtout, j'ai eu les titres que je voulais avoir au moment où je voulais les avoir. Et puis aussi parce que je me suis jamais sentie à ma place dans le sens où je suis pas une vraie compétitrice. Dans le sens où j'ai pas, comme tu dis, je pense qu'il faut avoir un truc à se prouver pour pouvoir faire de la compétition. C'est pas, je dis pas ça dans le sens négatif du terme. Comme quand j'étais stripteaseuse, j'ai réussi à gagner de la valeur en gagnant de l'argent. Je pense que gagner un titre, avoir la validation des pairs, la validation du public, ça peut t'aider à gagner en confiance, ça peut t'aider à te donner une légitimité si t'en as besoin. Ça peut aussi te donner pour beaucoup de gens un gros boost dans la progression, parce que moi je le vois, il y a des performeurs que j'adore, mais ils sont pas aussi bons quand ils sont juste en showcase que quand ils sont compétiteurs, parce qu'ils ont cette rage. C'est des gens qui veulent gagner, qui veulent justement qu'on ait un truc à prouver, et quand ils ont ce truc, ce challenge, ils sont vraiment meilleurs, ils se donnent beaucoup plus. Quand c'est juste un show, et même s'ils sont payés pour le show, ils sont un peu plus tranquillou. Moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'être en compétition, j'ai pas envie de me comparer, j'ai même pas envie d'être la meilleure en fait. Je m'en fous j'ai pas de problème à dire cette personne elle est meilleure que moi, et c'est même pas meilleur en fait, on est tous différents. Et peut-être que oui, elle va être meilleure en tricks, mais je vais avoir plus de flow, ou elle est meilleure en flow, mais moi j'ai plus de charisme. Ça reste de l'art, pour moi on compare pas. Donc à chaque fois j'avais l'impression un petit peu de mentir, parce qu'en même temps je me disais mais moi je m'en fous de gagner parce que je veux juste être sur scène. Mais en même temps, on va pas se mentir, on a tous envie d'avoir un prix quand même. Une fois que t'es là, que t'as mis de l'argent dans le truc, t'as envie de gagner. Donc j'ai ce truc où j'étais pas en accord avec moi-même en disant non, mais moi je veux pas gagner, mais j'avais quand même envie de gagner. Et de l'impression de pas vraiment m'être préparée pour gagner, pas assez. Et en même temps, une fois que t'es là et tu te dis merde, j'aurais dû mieux me préparer, parce qu'en fait je le veux ce prix au final. C'est un peu bizarre. Et je me sentais pas... Mais pour du coup l'avoir beaucoup fait, c'est quand même un univers que j'aime beaucoup, dans le sens où oui, j'ai vu beaucoup d'artistes vraiment grandir grâce à la compétition. Je vois en quoi beaucoup d'élèves ça leur apporte énormément de confiance, de commencer à gagner des titres. C'est une espèce de validation qu'ils ont en plus de leur prof qui dit c'est bien ce que tu fais. Le fait de gagner, d'avoir des gens qui te connaissent pas du tout mais qui te jugent et qui disent waouh, ce que tu as fait c'est cool, ça les aide, d'avoir les feedbacks des juges. Et donc du coup j'aime vraiment mon métier quand je juge, j'aime vraiment mon métier de juge, parce que je sais l'investissement que c'est en compétition, et donc du coup je veux bien regarder, je veux juger la personne correctement. Alors il y a toujours une part de subjectivité, d'objectivité je veux dire, mais non, subjectivité, c'est mon avis. C'est ton avis, ouais. Il y a toujours une part quand même de subjectivité, mais j'essaie de m'en tenir au maximum au panel, de les juger le plus, et de faire un maximum de feedback pour des prochaines compétitions. Et j'aime bien aussi préparer des athlètes du coup. Parce que je sais... Il y a toujours cette question-là que je leur pose, qui est la même que en fait, j'aurais dû me poser, moi, pas mal de compétitions. Tu fais la compétition pourquoi ? Est-ce que tu l'as fait effectivement pour l'expérience, parce que tu as envie d'être sur scène, ou est-ce que tu veux gagner ? Parce que la façon dont je vais te préparer, c'est pas la même. Si tu veux juste être contente de toi et de ton show, c'est pas forcément la même routine qui fait que tu seras contente de la routine qui fait que tu vas gagner. Il y a des routines, des fois, tu les aimes pas trop, mais c'était celles qui répondaient le mieux aux critères de la compétition et au mieux aux attentes des juges. Et donc, tu as été la meilleure à ce moment-là, dans ces critères-là. Mais c'est pas forcément ta chorégraphie que tu vas préférer. Donc, tu vas être le plus fier parce que tu vas dire, mais en fait, je peux faire des trucs plus durs ou machin. Oui, mais tes trucs plus durs, c'est des trucs qui vont te prendre de l'énergie alors qu'ils vont pas te rapporter de points, donc tu vas pas gagner. Et donc, il y a souvent ces trucs-là, et j'aime bien pouvoir guider les élèves dans ce truc-là. Donc voilà, j'ai ce côté où moi, dans mes viscères, je n'ai pas aimé plus que ça être en compétition. Versus, j'entends ce que la compétition apporte à cette industrie de la pole dance, j'entends ce qu'elle apporte aux élèves, je suis très heureuse d'y prendre part quand même. Et donc pour toi, je pense que si tu te demandes est-ce que tu dois faire de la compétition ou non, c'est ça. Si tu veux juste des opportunités d'être sur scène, je pense qu'aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus d'opportunités, et tu peux te diriger vers ça. Si tu vas vers la compétition, c'est vraiment pour toi, pour te challenger sur certains critères. Et la compétition, c'est un challenge en soi. C'est-à-dire que tu peux être un très bon performeur, mais pas une bonne compétitrice. Et ça demande de l'entraînement, et ça demande de travailler sur être en compétition. C'est sûr que tu déploies pas le même... Enfin, parfois, il y a des gens, tu sais, qui déploient pas leur potentiel dans une compétition, alors qu'ils ont beaucoup de potentiel. Et c'est juste pas dans la compétition. Tu crois au talent, toi ? Je crois au talent. Au talent, ouais. Je croyais que tu me disais au talon. Les talons aiguilles, non, mais alors, bien sûr, je faut crois. savoir que... C'est ma religion, les talons aiguilles. Pourquoi tu me demandes ça ? J'ai une très mauvaise... mon mec, il me charrie dessus à chaque fois, mais talon, talent... Est-ce que tu crois... Comment tu oses me demander si je crois au talon ? C'est comme quand je dis j'ai pas le temps, et parfois on entend j'ai pas le ton. Ok.
Oui, le talent, non, pas plus que ça, en vrai. Ouais, je dis toujours ça, pour moi, je crois juste à l'envie. En fait, pour moi, si t'as l'envie, t'as le talent. Ouais. À partir du moment où t'as envie de faire quelque chose, si c'est là, si t'en as l'envie, c'est qu'il y a quelque chose. Après, c'est juste le travail et après, je crois aussi au background, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont facilement faire quelque chose, et on se dit, waouh, mais pourquoi c'est trop facile pour eux? On va se dire, c'est le talent, mais non, c'est juste parce que à un moment de leur vie, ils ont travaillé sur ces choses-là d'une autre manière, mais ils ont déjà travaillé sur ces choses-là, en fait. Que ce soit dans leur éducation, que ce soit dans d'autres disciplines qu'ils ont pratiquées. Donc je crois pas au talent au sens où ils ont ça, enfin certaines personnes ont ça dans leur génétique, d'autres l'ont pas. J'y crois absolument pas. Je pense que le seul truc, ouais, je crois à l'envie en fait. Si c'est en toi, si tu as envie de le faire, tu peux y arriver. Encore une fois, après, on n'est pas maître de la deadline. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, ils veulent arriver à faire les choses, mais ils veulent y arriver vite. Et c'est pas toujours le cas. Des fois, oui, des fois, il y a des domaines, t'arrives et bam, ça fonctionne très bien. Et pour je ne sais quelle raison, tout le monde te donne d'un coup beaucoup de crédit et de légitimité, alors que toi, t'es nouveau là-dedans, ou nouvelle. Ouais. Alors qu'il y a d'autres trucs, c'est vraiment toi, c'est dans tes tripes, mais bon, bah, au début, tu galères et c'est pas grave. Mais je pense que tant que ça te fait plaisir et tant que l'envie, elle est toujours là, ouais, le talent, ça... Même si les gens, ils disent, ouais, c'est 1% de génie, 99% de travail. Pour moi, c'est pas 1% de génie, c'est 1% de talent-vie et t'y vas, quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, moi, ça a été le cas avec Doris. Je vous mets toutes les informations en barre de description si vous voulez la retrouver, notamment sur Instagram, Doris Arnold Pole Dancer. Et si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur sa plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à faire écouter les épisodes à vos proches. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Allez, on se dit à l'année prochaine pour le prochain épisode. Bisous! Ça te dit qu'on mange les chaussons aux pommes? Ah ouais. Hop!